Top. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du dentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un véritable ovni du dentaire. Le gars coche toutes les cases et en invente même de nouvelles. Il est chirurgien dentiste, chercheur, entrepreneur, probablement capable de réparer un côlon irradié en même temps qu'un apex nécrosé. J'ai nommé Samir Radi. Alors, comment résumer ce parcours sans finir essoufflé ? Double cursus, médecine-sciences, master à Paris, stage à Cardiff, recherche à l'IRSN, thèse entre Paris et Stanford, et quelques allers-retours à l'université de l'Iowa, histoire de visiter les States. Tout ça avant même d'avoir 30 ans. Mais Samir, c'est aussi Sémantique, sa start-up franco-californienne qui revisite l'endodontie avec des liposomes de combat. Ajoutez à cela un passage à HEC, une autre start-up en immunothérapie avec les plombs de Harvard, des brevets déposés, un cabinet le week-end, et vous obtenez un type qui, pendant que vous hésitez entre goutte à chaude ou biocéramique, lui, développe la dentisterie de demain. Bref, préparez-vous à un épisode où on va parler science, innovation, implantologie, mais aussi ambition, résilience et un petit goût de Silicon Valley. Bienvenue Samir. Merci Stéphane pour cette présentation. Voilà, c'est mon nouveau format. Voilà. C'est très punchy, j'aime beaucoup. Mais de toute façon, tes anciens podcasts étaient très bien faits aussi. Voilà, donc on est toujours sur le même format, hein, bien évidemment, mais effectivement sur un format un petit peu plus court, comme on a parlé. On va aller plus droit au but sur le parcours qui est le tien depuis tes études dentaires, puisque c'est en fait assez très particulier. Et plutôt que de rentrer, de faire moi un peu un discours, je vais te laisser te présenter. Donc, qui est Samir Radi, présenté par Samir lui-même. Donc, comme tu m'as très bien résumé, je pense que je peux pas mieux le dire. Donc, je suis bien chirurgien dentiste, donc chercheur aussi et fondateur de start-up. Alors, comment ça a commencé ? Effectivement, ça a commencé par des études dentaires. En fait, moi, j'ai toujours voulu être chercheur, notamment en physique. J'aime beaucoup la physique, j'aime beaucoup les sciences dures. Et le problème, c'est qu'on m'a toujours dit pendant ma scolarité au lycée, etc., que la recherche en France, c'était pénible, c'était compliqué, c'était très mal honoré en termes de salaire par rapport au nombre d'études qu'il fallait faire. Et du coup, je me suis inscrit en première année. De médecine. Okay. Et à cette époque-là, et pourquoi dentaire et pas médecine, à cette époque-là, c'était Axel Kahn, le président de l'université Paris 5. Donc j'étais au Saint-Père. Et il faisait un discours sur les nouvelles thérapies et il a inclus la dentisterie dans son discours. Et il disait que la dentisterie allait vers des thérapies régénératives. Ce qui, moi, m'a fait rêver. Donc, faire repousser des dents. Pour le coup, pour avoir connu Axel Kahn en tant que doyen, je suis assez bluffé. Il avait dû être bien briefé par Ryan Derdal, d'ailleurs, ou Catherine Chaussin. Mais ouais, c'est étonnant. Étonnant. Ouais, t'es diplômé de quelle année, toi ? 2000. Alors, la thèse, je l'ai passée en... Ouais, j'ai fini en 2017, je l'ai passé qu'en 2019, fin 2018, je crois. Ok, donc 2019, moins 6, ça fait 2013, 2012, 2013. Donc t'es rentré en dentaire en 2012, c'est à ça. peu près. Ouais. Et oui, effectivement, c'était vraiment la période faste 2011. De la régénération pulpaire, parodontale, osseuse, etc. Tout à fait. Effectivement, il y avait les premiers papiers du King's College avec la première régénération complète de la dent. Ouais, c'était plus ancien que ça. Le premier papier, c'est Hervé Lezeau, mais c'était beaucoup plus ancien. D'accord. C'est 2004, 2002, 2004. Je ne suis plus trop dans le truc, donc j'ai perdu la mémoire. Ouais. Par contre, celui de King's College, c'était Paul Sharp, qui montrait que tu étais capable de régénérer des dents dans les boîtes de pétri avec un médicament qui, à la base, est utilisé comme un anxiolytique ou un truc comme ça. Enfin, j'ai perdu un peu le fil. Mais c'était vraiment... effectivement, lui, il avait bien boosté le truc. Mais donc, avant d'arriver en dentaire, toi, tu as de la famille dans la médecine ou dentiste ou pas du tout ? Pas du tout. Avant de rentrer dans le dentaire, et ça expliquera un peu mon côté entrepreneurial, mon frère, en fait, a un fonds d'investissement. Il investit pas mal dans les boîtes de biotech. Du coup, je voyais forcément des decks, des rapports, etc. de certaines boîtes. Alors, deck, parce que là, deck, c'est un PowerPoint, hein, amélioré, on va dire. C'est ça, des PowerPoint, etc.
de boîte. En fait, il fait que du côté pour le coup, donc c'est ça qui m'a un petit peu mis dedans. Mais à la base, voilà, plutôt recherche. Pas forcément de la famille dans le médical. C'est pour ça que je voulais plutôt faire de la recherche plutôt que je suis pas un vrai clinicien de base. Et du coup, voilà, je me suis lancé en médecine pour d'abord faire de la recherche et forcément ajouter la pratique parce qu'on fait de la bonne recherche quand on sait pratiquer. Pour moi, Voilà, en tout alors cas. ça, c'est intéressant parce que, pour ceux qui... Parce que, ce que je disais en off, hein, il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Et en fait, il y a deux façons d'accéder à la recherche. Il y a la voie royale. Voie royale sur le papier, c'est licence, master, doctorat de sciences. Et ensuite d'intégrer un laboratoire à connotation médicale. Et puis, il y a la voie qui est moins officielle, mais peut-être plus noble. Enfin, plus noble, j'aime pas ce terme-là parce que ça veut pas dire que les autres sont mauvais chercheurs, mais de passer par une discipline médicale, ce qui permet d'évaluer un besoin et de mieux comprendre ce qu'on va chercher derrière. Voilà. Moi, c'est un peu je me souviens, dans le laboratoire, il y avait quand même une tension, il faut le reconnaître, entre les praticiens qui étaient venus à la recherche secondairement et inversement, les gens qui venaient de la science Bien dure sûr. et qui essayaient de recoller un petit peu aux besoins cliniques. Donc toi, tu décides dès le départ, et quand tu intègres, après la PACES, ou je ne sais pas comment ça s'appelait à ton époque, mais à partir du moment où tu intègres Dentaire, tu savais que tu allais faire de la recherche ou Ah pas oui, du oui, tout? ça Ah oui. c'était prévu. Une des premières choses que j'ai fait, c'est de m'inscrire justement dans le double cursus, où je voulais déjà je cherchais déjà les UE de master que je voulais faire, donc je voulais faire un peu de génétique et aussi de la biocell, parce que j'étais à fond en thérapie cellulaire et régénération. Donc ouais, dès la P2, j'étais inscrit en master 1 santé à l'époque, ça s'appelait. Ouais. Et dans le laboratoire de qui, de Catherine Chaussin Alors, j'ai commencé un petit peu au laboratoire de Catherine Chaussin, effectivement, et j'ai fait mon stage du coup à l'université de Cardiff, là où j'ai travaillé Ok. sur des liposomes. Donc l'idée vient de mon stage de M1. D'accord. On travaillait sur un modèle de biomatériaux qui a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui pour les ciments endo, mais qui est un matériau résine dans l'orthopédie. Et on travaillait dans le laboratoire de chez Alistair, tu dois connaître. Ouais, Alistair Sloan, bien sûr. Ouais, ouais. Qui est doyen maintenant. Qui est doyen en Australie, c'est non, non. Alistair Sloan, il était de Birmingham. D'accord, ok. Tu sais que, juste faire un petit aparté là-dessus, parce que c'est une réflexion que j'ai eue avec un de mes copains qui s'appelle Phil Thompson, à Birmingham, c'est qu'on a calculé sur tous les gens qui sont connus sur la biologie pulpaire, il y en a au moins 70% qui sont passés par Birmingham. D'accord. Et okay. Alistair Sloan, il a été remplacé, il est parti à Cardiff avec Paul Demer, et ensuite, il a été remplacé par un mec qui s'appelle Paul Cooper, et qui était mon... Depuis Birmingham aussi, ouais. Voilà, et j'étais à Birmingham. Et lui, okay. il était pas du tout dentiste. Hein, il venait de... Alistair non plus, d'ailleurs, il n'est pas dentiste, je crois. Il est scientifique. Ouais. Et Paul avait repris le laboratoire après Tony Smith, en fait. Ça a été le successeur de Tony Smith. Et Alistair, je vais te dire, je crois qu'il est même plus à Cardiff. Je crois qu'il est parti... Il est en Australie maintenant. En Australie. Ouais. Il est devenu doyen. et Paul Cooper, il est en Nouvelle-Zélande. D'accord. Ah ouais. Loin, quoi. Ouais. Ouais, et donc tu fais bien de le dire, je rebondis. Donc Alistair effectivement est biologiste et du coup en fait l'application des liposomes, je trouvais qu'en fait elle répondait pas à un besoin clair et net. Je trouvais qu'elle était mal dimensionnée, c'était dans l'orthopédie ou dans les résines de composite, ce qui est déjà une incompatibilité entre les résines et les liposomes. Et la deuxième des choses, c'est que dans un milieu ouvert, je me rappelle parce que j'avais fini mon stage chez Sadoun. Tu sais, Nickel, ouais. Ouais. Et bon, tu connais le personnage un peu. Je le connais pas bien en fait. Et j'ai beaucoup regretté parce que c'est un mec qui m'a beaucoup bluffé après, mais je l'ai pas connu assez à mon avis. Alors, je pense que c'est un excellent scientifique. Après, les rapports sociaux, je pense qu'il a un peu de mal, comme tous les grands scientifiques. Et il arrive et il me dit dans le labo, moi j'étais en train de tester mes petits composites, donc je lui explique ce que je fais, il me fait, ah, tu t'amuses à faire de la recherche, etc. Et je lui explique, il me fait, non, mais ça c'est de la merde, ça se voit que ça a été fait par des biologistes. Et il m'a dit un truc, et c'est là où j'ai eu l'idée sémantique en réalité. Il m'a dit, quand tu rajoutes 5% de porosité dans un matériau, tu décroît à peu près, je me rappelle plus du ratio, mais de 50% ses propriétés mécaniques.
Ok. Ouais, donc j'ai compris que l'intégration de liposome pouvait se faire que dans un biomatériau qui n'était pas soumis à des forces importantes. D'où D'où l'idée les de ciments l'intégrer, canalaires. d'où les ciments canalaires. Et je savais très bien que l'intégrer dans un CVI ou autre, ça pourrait être compliqué en termes de résistance sur les propriétés mécaniques. Ok. Et donc là, tu fais dentaire, donc tu pars à Cardiff pour ton master, etc. Tu reviens, tu finis ton cursus dentaire en 2019. Alors non, Et je continue de faire de la recherche entre-temps. d'accord, donc là, tu te Entre-temps, mets là, en c'est pas fini. stand-by, en dentaire. Je me mets en stand-by entre la D2 et la D3, si mes souvenirs sont bons. Je fais un M2. Ok. Et là, et c'est là le côté entrepreneurial qui arrive. Alors déjà, bon, comme mon frère était investisseur, je boursicotais pas mal en bourse, que sur la biotech. Et ça me permettait de bien comprendre la mécanique des sociétés, de lire des rapports, etc., des bilans de sociétés, de comprendre comment l'industrie de la biotech est faite. Donc ça, c'était pendant mon master. Et ce master, je l'ai fait à Arts et Métiers. Donc en fait, c'est une collaboration entre Paris 5 et Paris Tech. Paris Tech qui est différent, qui est un conglomérat de différentes écoles d'ingénieurs. Et dans ces écoles d'ingénieurs, Et grosse dominante chimie d'ailleurs. il y a une grosse dosage en Oui, la chimie. chimie Paris-Tech. Ouais, Chimie Paris-Tech, je crois que c'est la meilleure école de chimie en France. ouais. Hein. T'as Agro Paris-Tech, t'as Arts et Métiers. Il y avait Polytechnique, ils ont fait bande à part avec Centrale, il me semble maintenant, à Saclay. Mais voilà, à l'époque, il y avait pas de dentiste, effectivement, dans ce master-là. Il y avait quelques médecins et beaucoup d'ingénieurs. Et comme tu sais, les ingénieurs, et notamment dans les grandes écoles, moi, dans ma classe, il y avait un ingénieur de Polytechnique, quelqu'un de Centrale. Ils sont très portés sur l'entrepreneuriat. Quand Et ils arrivent c'était, là, ouais. Mais en ouais, fait, en plus, c'est des mecs qui sont lunaires. Hein. ouais, Quand tu parles, ouais. on n'est pas dans la même stratosphère. Quoi. Le mec, Et, il réfléchit plus vite que tu ne parles. bah, en fait, c'est ça. En plus, tu sais, et le master était aussi dirigé très entrepreneurial. Tu sais, on avait une semaine où on faisait des groupes et on proposait des projets de start-up. Il y avait je veux dire, un des ateliers, c'était de construire un pont avec des marshmallows et des spaghettis. Et forcément, c'était les gars de Zar ont construit le plus long pont parce que c'est vraiment des mecs du génie civil. Et il y avait le mec de Polytechnique avec moi et je lui dis mais vous apprenez quoi à Polytechnique parce que j'avais compris qu'il avait aucune aucune base, méthode pour la construction, tu vois. Et il m'a dit on apprend à réfléchir vite. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je vois pour les gens brillants qui sortent de ces écoles-là, c'est qu'en fait, quand ils arrivent dans un domaine, ils apprennent très vite un nouveau domaine et ils s'approprient vite un sujet. C'est pas le cas de tout le monde, c'est des grosses généralités, bien évidemment, mais voilà. Tout ça pour dire que dans ce master-là, j'ai appris énormément sur la côté recherche. C'était un master qui était dirigé thérapie cellulaire, thérapie génique, donc très bio. Et donc il y avait un côté, on va dire, entrepreneuriat ou industrie, qui était l'ancien DG de Roche, l'Institut Roche à Boulogne, qui nous faisait des cours sur cette partie-là. Donc on avait pas mal de réglementaires, etc. Et c'est là que, ensuite, après une discussion avec Laurent Alexandre, je sais pas si tu connais Laurent Alexandre. Alors, Voilà. un peu que je connais, ouais. Spécial le mec. Hein. Spécial. Et tu le vois comment, lui? Alors lui, je le contacte, il avait écrit un article sur Le Monde, et je le contacte via son mail, comme ça, un peu au Et culot. il est perché quand même, hein. Non? Alors à l'époque, il était pas si perché que ça. En fait, il y a deux côtés de sa personnalité. Il y a Laurent Alexandre en off, qui est tout à fait... Puis il y avait Laurent Alexandre qui a médiatisé, quoi. et médiatisé. Et surtout ces dernières années, voilà, c'est un parti pris. Particulier quand même. Hein. Voilà, mais a après, ce qu'il dit ça, est vachement intéressant. Après, t'adhères ou t'adhères pas, mais il est urologue, lui. Je savais pas. Mais... urologue de formation. Et je l'avais contacté. Il a fait un podcast avec Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Tu l'as pas écouté ce podcast-là? Si, le dernier là, ouais. Il est acide. Tu sors de là, tu te dis, ouais, putain, c'est super intéressant ce qu'il dit, mais tellement déconné. Et le mec, il t'annonce des trucs. Il est droit dans ses bottes, quoi. Il a peur de rien, lui. Hein. Non, il en fait beaucoup, mais comme toutes les personnes qui annoncent des choses, voilà, faut pas s'attendre à ce que ça arrive.
c'est de la médiatisation et c'est comme ça qu'il fait sa com. Mais à l'époque, il était il était pas aussi médiatisé. Il écrivait simplement des articles un peu on va dire scientifiques, mais dans le monde, en tout cas portés sur la science et l'entrepreneuriat. Lui, c'était l'ancien patron de Doctissimo. Ouais. Et à l'époque, il avait racheté une boîte de séquençage d'ADN en Belgique, donc biotech. Donc je l'avais contacté par rapport à ça, et lui était persuadé que l'entrepreneuriat c'était la voie à suivre, en tout cas si on voulait faire de la recherche. Donc ça c'était en 2015. Ah ouais, c'est marrant, c'est-à-dire qu'il oppose la. Ça je savais pas. Je savais pas qu'il opposait la recherche entrepreneuriale versus la recherche institutionnelle. Parce que... il a un peu de mal avec la recherche publique, on va dire. Il était bloqué sur 2-3 CNU, lui. Je sais pas pourquoi, mais... Il a un peu de mal avec la recherche publique en général, mais avec tout ce qui est public en général en France. Mais tout ça pour dire qu'il m'avait conseillé la voie entrepreneuriale, même s'il m'avait dit de repasser pour faire médecine, parce qu'il était persuadé que les dentistes étaient des incapables et étaient pas capables, par exemple, de prescrire des immunosuppresseurs si on voulait régénérer des dents. Ce que je pensais pas, parce que moi j'ai été en dentaire justement parce que je pensais que la dentisterie allait changer et que le champ de compétences des dentistes allait s'élargir. Honnêtement, enfin, en toute honnêteté, avec le recul que tu as maintenant, est-ce qu'il avait vraiment tort? Est-ce que Ouais. Non, mais faut voir dans le futur, faut pas voir dans le passé. Oui, c'est vrai que le dentiste... Moi, je vais te dire, Grantos, les cellules souches, les dental pulse stem cells, c'est 2000 quand même, 2025. Ouais. Après, et à l'époque, on t'expliquait que ça y est, les implants, c'était mort, etc., etc. Nakashima, les premières tentatives de réimplantation, de régénération pulpaire à partir de cellules souches, c'est, je veux pas dire de conneries, mais on est sur du 2010-2015. Et 10 ans après, ça n'a pas bougé. Pendant ce temps-là, tu as les caméras qui sont sorties, des implants qui se posent tout seuls, les robots. Non mais, je suis d'accord. Et moi, je veux dire, j'ai baigné beaucoup dans la biologie et je m'y intéresse toujours, même si je suis un peu sorti du truc. Mais quand tu regardes, comme je fais mes revues de littérature tous les mois, il se passe plus rien dans ce domaine-là. Maintenant, on est parti sur l'endo est parti sur la gestion des douleurs, vraiment la physiopathe de la douleur. La régénération, globalement, quand tu vois les progrès qui ont été faits cliniquement, je parle pas en termes de recherche, mais cliniquement, l'évolution, qu'est-ce qu'on fait? On fait du coiffage pulpaire comme en 1935, quoi. En ayant l'impression d'avoir réinventé le truc. Je suis d'accord, et j'ai senti ça, et c'est pour ça que je me suis un peu désintéressé, on va dire, de la régénération, en tout cas dans le dentaire. Du coup, j'ai créé Sémantique un an après le master, donc en 2016, et là, j'étais en D3, il me semble. Alors, avant de créer Sémantique, c'est là où je t'ai rencontré là pour la première fois. Je sais pas si tu te souviens. En fait, j'étais à l'hôpital, donc j'étais à Bretonneau, et j'avais cette idée, ça me trottait. Je me disais, voilà, c'est vraiment en endo que ça doit marcher, les liposomes. C'est un milieu qui est coupé de la circulation, les bactéries peuvent proliférer, etc. Donc, je voyais vraiment le potentiel en endo et pas ailleurs. Avant ça, j'avais d'autres projets, mais qui étaient soit déjà brevetés, soit non viables scientifiquement. Et du coup, j'ai contacté différents endos dans mon université et personne ne comprenait ce que je voulais faire. mais vraiment, là, j'avais compris ou pas, moi? Ah bah, toi, t'as compris en 5 minutes. Alors, pour te rappeler, t'as compris en 5 minutes et t'as appelé Serge Bouillaguet directement. Exactement. C'est là que j'ai compris que t'avais compris. Parce qu'à l'époque, avec Serge, lui, il travaillait sur un truc qui était... Tu vois, par exemple, c'est un truc qui a avorté, mais tu te souviens de ce qu'il faisait, Serge, à ce moment-là, ou pas? Je savais qu'il bossait sur tout ce qui était antisepsie, mais pas vraiment. En fait, il y avait il travaillait sur la photoactivation, de la désinfection par photoactivation, la PAD, Photoactivated Disinfection. Et en fait, l'idée, c'était, ça venait des gastros, qui avaient, pendant très longtemps, on a cru que l'ulcère était un truc lié au stress. En fait, un jour, ils ont découvert que c'était un truc lié en partie au moins à une bactérie. Et donc, pour traiter l'ulcère, en fait, ils font avaler un produit à un patient qui va colorer de façon spécifique la bactérie responsable de l'ulcère. Et ensuite, ils font un lavage, ils rincent, et donc que les zones ulcérées sont colorées par ce colorant spécifique, et ensuite, ils descendent une lumière, ils allument, et paf, ils font péter par un
un complexe de redox, enfin bon, voilà, de superoxygénation, et ça faisait péter les bactéries. Donc, et dans ces cas-là, il venait traiter de façon hyper sélective les bactéries, puisque le colorant n'adhérait pas à la muqueuse gastrique. Bon. Et donc lui, il y a donc l'endodontie s'est intéressé à ça, la PAD, en disant mais on n'a qu'à mettre des colorants. Et d'ailleurs, il y a des gens qui le font. Ils mettent du bleu de méthylène dans les canaux. Ils descendent une fibre qui absorbe dans le bleu de méthylène. Et ensuite, on est censé faire de la photoactivation. Et lui, Serge, ce qu'il avait remarqué, c'est que finalement, il se dit, OK, on va pas racheter un laser avec une longueur d'onde, je sais pas, 200 nanomètres ou 800 nanomètres. Il dit, on a des lampes à photopolymériser dans nos cabinets. Il suffit de faire une fibre qui descend dans le canal, et à nous de trouver les colorants qui répondent, enfin qui absorbent aux 420 nanomètres. Bon. Et donc là, il a commencé à tester des trucs, et il a identifié un colorant qui n'est pas du tout le bleu de méthylène ni le bitolidine, qui était le rose bengale. Okay. Et en fait, ce qu'on faisait à l'époque, et d'ailleurs on a publié ensemble là-dessus, c'est que l'avantage, c'est que tu pouvais colorer donc efficace sur les bactéries, mais complètement avec une innocuité complète sur les cellules. Donc moi, ça m'intéressait dans le coiffage pulpaire, etc., etc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le rose bengale et il a fait des dilutions. Et il s'est rendu compte qu'en fait, tu n'avais pas besoin que le rose bengale soit rose, il devenait transparent, mais avec des dilutions au centième, millième ou dixième, je ne me souviens plus exactement des valeurs. Ouais. Et ensuite, il allumait. Et donc, c'est assez marrant parce qu'il travaillait avec une Polonaise dont le nom m'échappe, et on s'était connecté à l'époque sur LinkedIn, donc tu vois, il y a 20 ans de ça, et je la suis maintenant, elle est partie dans les bibliothèques également. Et donc voilà, et lui, son idée, c'était de se dire, on a déjà une lampe dans le cabinet à 420 nanomètres, pourquoi on va rechercher un laser? À nous de trouver le colorant qui va avec. Voilà. Il a fait toute sa carrière, enfin, deuxième partie de carrière là-dessus, il a levé des fonds en Suisse, un truc, voilà. Puis je sais pas trop, je trouve que c'est un peu avorté son histoire. Ok, d'accord. Wow. Non, mais hyper intéressant. Mais voilà, donc j'étais de voir au DU à l'époque. J'étais de voir, et là, ça m'avait convaincu que c'était une bonne idée. Et de toute façon, au final, j'ai tourné un peu autour et on m'a dit va voir Stéphane Simon. En fait, quand j'ai compris qu'il y avait certains PUPH qui ne savaient pas la composition de certains ciments rando, qui pensaient que les ciments à base d'hydroxyde de calcium c'était temporaire, enfin que c'était en fait ils comprenaient pas la différence par exemple avec le Silapex et l'hydroxyde de calcium qu'on met temporairement. J'ai compris que voilà, c'était pas la voie à suivre. Voilà, et à partir de là, je crois qu'on s'était vu, ça devait être début 2016. J'ai fondé Sémantique en mai 2016. Ok. Et donc, juste pour expliquer, parce que là, on en parle, toi tu le connais bien, moi, je connaissais le concept, après, ça a beaucoup évolué. Mais donc, raconte-nous, en fait, quelle est ton idée, qui est absolument géniale, hein, ton idée en créant ce ciment? Alors, l'idée, elle vient d'un constat assez simple. En fait, dans le cabinet dentaire, c'est extrêmement difficile de travailler en stérile. La bouche est un milieu septique. L'endo, enfin la cavité est censée être aseptique. Donc j'avais vite compris que forcément on allait foutre des bactéries à l'intérieur, plus la complexité des canaux, plus les tubuli dentinaires. Donc là, j'ai fait mes recherches. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de recherches sur ça. Maintenant, ça c'est florissant. Mais à l'époque, tu avais Siqueira, Asapalo, bien sûr, qui a publié là-dessus. Mais c'était pas la tendance. Tout le monde essayait de sceller un maximum, mais personne essayait d'éliminer les bactéries de manière, de manière différente. Exhaustive. Voilà. Et moi, mon idée, c'était que de tous les cas, on va avoir des bactéries rémanentes parce que le geste induit des bactéries parce que c'est très difficile de maintenir un champ qui est totalement aseptique. En plus de ça, les bactéries vont pénétrer des canaux accessoires, les tubuli, ça c'est bien démontré maintenant qu'on a les tubuli dentinaires qui sont infestés de bactéries même après l'obturation. Et du coup, l'idée, c'était que le dernier geste, à savoir l'obturation, était un geste 2 en 1, donc qui permettait d'éliminer les bactéries après l'obturation. Donc, on sait qu'on va avoir des bactéries. Donc, l'idée, c'est que le dernier matériau qui est en contact avec ces bactéries a un pouvoir désinfectant pour éliminer les bactéries en profondeur avec une diffusion lente. Le problème des tubuli, c'est que c'est extrêmement petit, donc physiquement,
la diffusion doit être très longue. C'est pas en mettant d'hypochlorite pendant 1 minute, ce que fait la plupart des dentistes. Et je pense que la différence entre les endos, c'est que ils passent beaucoup plus de temps sur leur, ils irriguent énormément, ils passent 3 heures sur la dent. Donc forcément, il y a un temps de diffusion qui est beaucoup plus important qu'un Omni qui, moi j'en ai vu, et qui mettent une goutte à la fin juste avant d'obturer. Donc l'idée vient de là. Et du coup, je m'étais dit, comme c'est le ciment endo qui est en contact, donc avec les tubules dentinaires, etc., c'est le ciment endo qui doit avoir ces propriétés-là et qui doit avoir la capacité de relarguer l'antiseptique. Okay. J'avais vu des études sur la gutta-percha, mais pour moi, c'était pas pertinent vu que c'est vraiment le ciment endo qui est en contact. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, de mémoire, tu étais parti sur une résine. Oui. Alors ça, c'est ça pour le coup, c'est de la chance. Ah ouais. Effectivement. Alors j'étais parti sur différents ciments, dont la H+, etc. Et j'avais vu que le ciment de chez Ecker, le Pub Canal Sealer aussi. Voilà. Et il y avait des ciments qui n'étaient pas compatibles avec les liposomes. Typiquement, le Pub Canal Sealer, les liposomes se dissouent dans le génol, ouais. Et effectivement, j'étais parti sur le Silapex, mais qui est une résine, en fait, avec l'hydroxyde de calcium. C'est là où on avait les meilleurs résultats. Et toi, tu m'avais conseillé d'aller sur les biocéramiques. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les résines, par essence, sont étanches. C'est-à-dire pour ça que, en fait, si tu parles d'étanchéité, les résines époxy sont les meilleurs ciments. Bien sûr. Ça, pour le coup, c'est TAY aux États-Unis. Enfin, ils ont travaillé là-dessus. Serge avait travaillé beaucoup là-dessus. Et de façon, n'importe qui te dira que le seul matériau qui est vraiment, vraiment étanche et résistant, le seul qui était vraiment étanche et résistant sont les résines époxy. Pas les résines bakélite, mais les résines époxy, la H+. Et en fait, quand tu viens me voir en 2016, on vient de tester avec Septodon le Buroot. Le Buroot RCS. Exact. Et à ce moment-là, mais personne n'y croit. Sauf que moi, je dirige l'étude à l'époque avec le DU, et puis on se rend compte que putain, ça fonctionne quand même. Donc, il y a un moment... alors, il y a aussi un vestige d'un truc qui s'appelait le Résilon Epiphany, qui était des résines qui, soi-disant, devaient coller. Donc le Résilon commercialisé sous le nom d'Epiphany. Donc, Lando sort à ce moment-là d'un concept de collage de résine au sein du canal qui est un vrai flop, un vrai scandale, presque un scandale, avec derrière des noms très connus comme Martin Trop. Et donc, on revient avec ce concept des biocéramiques. Le mec, il dit, putain, vous n'allez pas nous refaire le coup, etc. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je me dis, en fait, il ne faut pas le présenter comme un ciment. C'est pas un ciment, c'est un matériau d'obturation. On va mettre de la gutta pour pouvoir réintervenir, mais à l'origine, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je te dis, mais va sur les biocéramiques, parce que globalement, techniquement, c'est plus facile à utiliser. Si en plus, il y a un effet rémanent d'un produit, en plus d'infectant, en plus du pH 12 de ces biocéramiques, ça avait du sens. Et puis surtout, c'était pas une résine. Donc ça veut dire que, alors même si j'avais aucune connaissance, et toujours aucune sur les liposomes, c'est que je me disais, c'est peut-être quand même plus simple de faire sortir un liposome dans une biocéramique dont la prise est lente, que d'une résine où la prise est immédiate, quoi. Tout à fait. Donc, ouais, on avait testé les résines, mais on avait vu que les résines, ça fonctionnait pas super bien, comme tu as pu le suggérer. Et on est parti sur les biocéramiques. Alors, à l'époque, les biocéramiques, c'était, comme tu l'as dit, c'était... fallait convaincre sur deux sujets. Sur la biocéramique, plus le relargage, voilà. Les industriels à entendre, ça fait beaucoup, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui nous pose des questions sur les biocéramiques, bien évidemment. Oui, mais on en pose encore. Ouais, c'est pas complètement acquis. La cause n'est pas encore complètement acquise. J'ai été à l'AE, après je suis un peu biaisé, mais l'AE à Boston, là, je crois que c'est 50% des obturations de ce que j'ai vu dans une conf qui sont faites avec des biocéramiques aux États-Unis. En fait, le problème des biocéramiques, c'est qu'il manque de la recherche clinique. Et en fait, on vient de valider le papier. Là, il a été accepté la semaine dernière, au moment où on enregistre début juin. Il est sorti la semaine dernière et on a fait une étude clinique sur 2 ans une étude randomisée avec 9 praticiens, des endos, des omnipraticiens, retraitement, etc. sur 2 ans, et on arrive à 92% de succès. Donc là, si tu veux, maintenant, d'autres études vont sortir obligatoirement. On n'a jamais dit que c'était mieux que la gutta chaude, parce que c'est ce qu'on essaie de nous faire dire.
Mais non, c'est pas fait. Mais par contre, techniquement, tu arrives à des résultats équivalents sans prouesse technique, en fait. Et oui, non, je pense que le problème, c'est que c'est pas si facile que ça à utiliser, en fait, quand tu... Ouais. Voilà. Parce que c'est des matériaux qui sont peu tolérants à l'à peu près. Donc... Je suis d'accord avec toi. Du coup, voilà le constat et ce qui a amené à l'innovation. Et du coup, l'idée, c'était donc d'intégrer des liposomes, donc c'est des petites bulles, pour faire simple pour ceux qui comprennent pas forcément, de gras, qui encapsulent. Et là, on peut encapsuler n'importe quoi, des composés hydrophiliques, hydrophobes. Il n'y a pas de amphiphile, il y a pas de. Et c'est le gros avantage des liposomes, c'est ça. Par-dessus les liposomes, on a aussi un surfactant, donc une espèce de polymère qui va permettre en fait la dispersion harmonieuse de ces liposomes-là, et les biocéramiques et le matériau idéal puisque ça forme un gel en fait. Ça s'hydrate, ça ne se polymérise pas, et donc tu as une formation de cristaux qui est très lente, ce qui permet en fait au liposome, alors premièrement d'être bien dispersé vu que c'est un milieu aqueux, et la deuxième des choses, c'est que comme on a une prise très lente, le liposome a le temps de relarguer son cargo. Et la prise, elle est... Alors, en fait, les concepts mécaniques de prise, on dit, voilà, c'est une prise de 8 heures, ou enfin 4 heures initiales et 8 heures finales. Et en réalité, la prise chimique, c'est 28 jours. Oui, c'est 28 jours, ouais, ça. Pour toutes les biocéramiques, enfin, ouais. J'aurais dit 20... Moi, je pensais que c'était 21, tu vois, mais je savais que c'était très très long. Oui, c'est entre 21 et 28. Ouais, c'est comme Et donc, c'est un des problèmes de la biodentine, où là, tu vas rechercher de la résistance mécanique, et en fait, ta résistance mécanique, tu l'auras à 28 jours, à 21 jours. Tout à fait. Et ça, c'est difficile à comprendre pour un praticien qui, sous prétexte que c'est dur sous la sonde, pense que c'est pris. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est fascinant avec les biocéramiques, c'est que tu te dis, en fait, c'est un matériau vivant. Et moi, ça me... C'est pas que les praticiens, c'est les chimistes. Tu sais, j'étais avec Eurofins il y a pas si longtemps que ça, ouais, et ils comprenaient pas la différence entre setting et curing. Et j'étais là, non, setting, c'est un concept mécanique, donc c'est dur. On fait des tests pour savoir quand est-ce que c'est dur et qu'il n'y a pas d'indentation. Curing, c'est un concept de prise totale et c'est un concept chimique. Donc c'est la formation des cristaux. C'est étonnant parce que les gens qui travaillent sur le ciment de Portland, ils connaissent ça quand même. Ils savent que une dalle de béton, tu peux marcher dessus, mais que tu construis pas l'étage supérieur avant 15 jours. Ouais. Le problème, c'est que les gens qui font la biocompatibilité chez Eurofins, c'est pas les gens qui font du génie civil. Eux, ils ont l'habitude des résidus. Voilà, c'est ça. Mais tu fais bien de le dire parce que j'ai beaucoup étudié des papiers du génie civil sur le ciment de Portland. Et j'ai l'impression qu'en fait, toute l'innovation qu'on a dans les biocéramiques aujourd'hui, elle est dérivée de là-bas. Genre les super plastifiants, c'est connu depuis... Tu connais l'origine du MTA ou pas? Oui. Enfin, l'histoire qui se dit avec Torabinejad. Alors, l'histoire, je la connais pas, mais je sais l'origine. Je sais que c'est Mahmoud qui l'a... Voilà, Mahmoud Torabinejad qui, en fait, à l'époque, en chirurgie, on avait une des difficultés, c'est de trouver un matériau qui n'était pas contaminé par le sang, qui pouvait prendre en milieu humide, etc., etc. Donc, à l'époque, ils utilisaient de l'amalgame, de l'IRM, du super EBA, etc. Et en fait, alors, l'histoire dit que, tu sais, est-ce que le mec, il te l'a inventé après ou pas, je sais pas. En fait, il refait faire une terrasse chez lui, et les mecs coulent la dalle, et à ce moment-là, les ouvriers partent, et il se met à pleuvoir. Et donc, il rappelle les ouvriers en disant, mais il faut revenir, vous êtes en train de... Ça va inonder la terrasse. Et l'autre, il dit, mais plus il y a de l'eau, mieux c'est. Il dit, mais comment ça? Et donc, il comprend à ce moment-là, le maçon lui dit, bah ouais, en fait, le béton, il faut qu'il soit en milieu humide pour prendre et avoir des... Et là, voilà. Et là, l'idée serait venue de là, en fait. Ah, ok. Pas mal le storytelling, mais... Voilà, alors, encore une fois, c'est un truc qu'il raconte en conf. Est-ce que c'est vraiment ça? Je peux pas te le dire, mais l'idée est marrante, quoi. Okay. En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, le ciment en lui-même, il est excellent. J'ai pu faire des tests de biocomp, ça fait pousser les fibroblastes poussent dessus, quoi, par rapport au contrôle. Ok. Et donc, donc sémantique, tu l'as créé en 5e année. Donc, tu as cette idée. Je crée la boîte. Il y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des statuts, une idée. D'accord, ok. Donc on a ce qui est pas forcément le chemin à suivre. Oui, mais à ce moment-là, est-ce que ton encadrement d'enseignant, parce qu'à Montrouge, il y a quand même Catherine Chaussin, à l'époque, il y avait, comment ça s'appelait, le mec en paro, là, qui travaillait sur l'os. Safar.
Jean-Louis Safar, c'est quand même des gens qui sont à l'interface biologie, biomatériaux. Est-ce que eux, ils t'aident ou vraiment ils te regardent comme un zombie, ils en ont rien à foutre? C'est plutôt la Ils en ont rien à foutre. deuxième option. Non, mais ce projet-là, je l'ai proposé à Alistair et je l'ai proposé à Catherine. Et j'ai pas eu de réponse et maintenant je comprends pourquoi. Tu sais, il y a les ANR, il y a de la politique, c'est compliqué, il faut aller chercher des sous, etc. Donc l'étudiant qui arrive avec un projet et nouveau qui a jamais été fait dans le labo, j'ai compris que ça se ferait pas là-bas. Okay. Et c'est pour ça que j'ai créé la boîte. Ok, donc tu crées la boîte, donc tu déposes des statuts. Comment derrière, qu'est-ce que tu en fais de ce truc-là? Parce que bon, là, les institutionnels, ils disent bah, t'es gentil, machin. Bon, ton frère, je suis pas sûr qu'il investisse tout de suite dans la boîte, parce que ça reste son frère, mais c'est quand même un financier au départ. Comment ça se passe après? Alors, donc on crée la boîte, on dépose des statuts. On va dire premier jalon, c'est Bourse French Tech. C'est ce qui nous a permis d'avoir des fonds pour faire une première preuve de concept et déposer le brevet. Donc à cette époque-là, on avait reçu cette bourse French Tech, elle était à peu près de 20 000 euros. Donc ce qui nous a permis de faire une petite preuve de concept très light, juste histoire de déposer un brevet, ce qui a été fait en 2017. Alors, mais ta bourse French Tech, là, elle vient ok, tu as de l'argent et tu fais pas ça dans ta table de cuisine. Donc, il y a un moment. Non. Non, je suis d'accord. À l'époque, j'avais un copain qui était thésard, qui avait un laboratoire, enfin, qui avait accès à un laboratoire où on pouvait faire des preuves de concept assez rapidement. Eux, ils faisaient de la biophysique, pas vraiment de la biologie. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire ma preuve de concept. D'accord. Donc j'ai acheté les trucs de chez Sigma, etc. Je les ai livrés chez moi à l'époque. Okay. Et j'y suis allé avec mon matos et j'ai fait ma première preuve de concept. Donc là, ton proof of concept, c'est quoi? C'est simplement que tu es capable de fabriquer des liposomes et qu'est-ce que tu mets dedans? Non, justement, ouais, les liposomes, on sait les fabriquer, c'est pas hyper compliqué entre guillemets. La preuve de concept, c'est la démonstration que l'encapsulation d'une molécule dans un ciment endo relargue beaucoup plus que la molécule elle-même mélangée au ciment. Et pour ça, okay. Pour ça, on a étudié parce qu'on savait pas encore qu'on avait passé sur la chlorhexidine. Ça a été stratégique pour des raisons réglementaires. Donc, on aurait pu encapsuler plein d'autres molécules différentes. Pourquoi de la vitamine E? Ça aurait pu. On a vraiment tablé sur un large spectre avec un composé qui a un Drug Master File et qui est connu depuis 30 ans et on a eu raison de faire ça. Maintenant, on le sait après, puisqu'en 2000, là, ça a été commercialisé par EDS cette année. Je crois que c'était fin 2024, et ils ont obtenu un 510K sur un ciment biocéramique qui incorpore de la chlorhexidine. Ah ouais? Donc on a un prédicat hyper béton. Et je pense que si on était parti sur un autre composé, ça aurait été plus délicat. Plus compliqué. Plus compliqué à démontrer. Donc la preuve de concept, c'était un fluorophore qu'on pouvait facilement tracer et doser. Pas con. Et on a regardé le relargage du fluorophore dans les différents ciments, encapsulés versus non encapsulés. Et là, on avait un x10. Donc en gros, tu fais du ciment. Tu le mets dans une dent quand même ou pas du tout? Absolument pas. Ah non, tu bois du ciment, tu fais sa prise, tu fous ça dans de l'eau et tu regardes comment ça fluoresce derrière. Exactement. Okay. Voilà. Première fois de concept, très light parce que avoir des dents, etc. Il faut des autorisations, etc. Donc on est parti sur quelque chose de très simple, juste la preuve de concept, on va dire physique du comportement des liposomes. Et ensuite, là, on a breveté un bon nombre de différents liposomes avec différents lipides, différentes molécules, dont la chlorhexidine, mais pas que, des antibiotiques, etc., et différents surfactants autour dans différents types de ciments, pas que les biocéramiques. Donc là, à l'époque, tu es en 6e année dentaire. À l'époque, je suis en 6e année. Je reviens de l'Iowa, justement. Ok, donc tu étais reparti, ok. Ouais, je suis reparti dans l'Iowa je suis parti dans l'Iowa pour faire un échange. D'ailleurs, très bonne expérience aux États-Unis. Et j'écris le brevet en partie là-bas et je le finis en France. Ok, donc là, sur la table, tu as foutu 20K, rien de plus. Rien de plus. Ok.
pour Donc, tu es l'instant. encore étudiant, Ouais. tu te balades, tu prends des bourses à droite à gauche pour pouvoir vivre. Ouais. Un brevet, ça coûte 30 000 à peu près? Alors, au total, ça coûte 30 000. Au début, ça coûte pas 30 000. Alors, tu vois, alors, t'as pas mal d'aides, tu sais, au niveau de l'INPI, à l'époque, tu avais le Ouais. Pass Pays, où ils t'aidaient sur les questions ils te remboursaient 50% des études de liberté d'exploitation. Donc on a fait le passe pays. Pour le dépôt aussi, ils te remboursaient ouais, à peu près 50%, etc. C'est de l'enveloppe. Donc sur les 30 000, en réalité, en termes de coût pour la société, c'est la moitié. Les 30 000, ça inclut, c'est sur 2 ans. Donc là, au début, ce qu'il y avait à mettre, c'était plutôt de l'ordre de 9 000 euros. Ok, 9 000. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, les 30 000, il va falloir les chercher, même si c'est sur 2 ans. Oui, Parce que ce qui est connu dans la recherche quand tu développes, au départ, ça peut durer 10 ans où tu n'as pas de rentrée d'argent, à part des financements. tout à fait, tout à fait. Entre-temps, on a fait le prêt d'honneur Wilco, qui est un prêt pour les jeunes startups innovantes de la région Île-de-France. Et là, on a eu 60 000. Ok. Voilà. Et là, tu es dans un incubateur à ce moment-là ou tu es toujours tout seul Non, ça c'était peut-être là aujourd'hui, tu sais, on est dans l'incubateur. Enfin, on s'est fait incuber à Stanford avant et on est revenu ici. Bon, j'en parlerai. Mais non, on n'a pas été, on n'était pas incubé parce qu'on avait la conviction que tous les incubateurs. Alors déjà, le monde de l'incubation en France était vraiment naissant, en tout cas dans les Ok. biotech. Mhm. C'était pas comme aujourd'hui. L'incubation, ça consistait à avoir un bureau et une machine à café, quoi. Mhm. Enfin, Euh, une équipe autour quand même. tu as recruté, mais Non, non, mais ce l'équipe, que je veux dire, ouais. c'est que Ah oui, l'avantage des incubateurs, c'est que tu vas prendre ton café avec un mec qui te nourrit, sans le savoir. c'est ça. Le souci, c'est que dans le dentaire, c'est un marché niche Mhm. et des mecs qui te nourrissent dans un marché niche, dans des incubateurs biotech, Mhm. il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on avait choisi de ne pas forcément aller dans un incubateur, parce qu'on pensait qu'on allait perdre notre temps, parce que c'est des gens qui connaissent pas le marché dentaire, des gens qui n'ont pas forcément un network dans le dentaire. Et ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Si j'avais voulu, je sais pas, rencontrer les gens de chez Roche et Servier, ça aurait été très simple. Mais les gens de chez Dentsply et de chez Care, beaucoup plus Plus compliqué. compliqué. Mhm. Mhm. Beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, et À ce moment-là, parce que tu dis on. T'es tout seul maintenant dans l'histoire Alors, ou... au début, non, on était deux. Alors, il y avait un postdoc du Génopole qui faisait de la biologie synthétique, qui est pas resté longtemps, qui est resté 1 an à peu près, qui est tombé gravement malade et du coup qui pouvait plus s'investir dans la société. Et entre-temps, je l'ai remplacé avec Thierry Cauche, donc, que tu connais, Mhm. quand j'étais à HEC. Je l'ai rencontré là-bas d'ailleurs. Et c'était aussi, entre guillemets, de la chance puisque il était au cours d'un de ses meilleurs amis et moi j'avais un stylo, je crois que c'était Stroman ou Nobel. Mhm. Je prenais des notes avec un stylo Nobel et forcément Thierry a vu ça, il a dit mais t'es dentiste ou t'es en dentaire, etc. Et ça a commencé comme ça. D'accord, c'est marrant Donc ça. ouais, on s'est rencontrés complètement par hasard. Euh, voilà, là on demande le prêt d'honneur Wilco ensemble avec Thierry. Lui s'occupait plutôt de la partie business, moi plutôt de la partie scientifique. Même si, bah, tu sais, dans les startups, on fait un peu de tout. Il n'y a pas, y a jamais quelqu'un qui fait que sa partie. Et donc là, voilà, on arrive à avoir le prêt d'honneur. On va avoir des industriels, Thierry les connaît bien, FKG, Dentsply, etc. On te recontacte aussi entre temps. Oui, on avait fait une visio, ouais, à ce On avait fait moment-là. une visio à ce moment-là. Ouais. Euh, et voilà. Et donc là, on est en 2018 à peu près. Donc moi, j'ai fini dentaire. Je vais pour passer ma thèse. Euh, j'ai pour objectif de faire une thèse de sciences. J'avais fini mon M2, mais j'ai pas. Parce que tu sais, tu peux t'arrêter soit 1 an, soit 4 ans. Et comme il me restait à peine 2 ans à faire, donc j'ai préféré continuer dentaire pour faire ma thèse après. Et les médecins, généralement, ils continuent leur thèse et ils reprennent médecine après. C'est le cas d'un collègue avec qui, d'ailleurs, j'ai monté la startup TerraFast. Donc voilà, 2018, on arrive là, on fait un prototypage. Donc là, on prend l'université de Strasbourg avec l'Institut Carnot pour nous faire une preuve de concept plus. Donc là, on va sélectionner un ciment. Donc là, c'était biocéramique, on a testé 3 différents.
et on va tester différents types de liposomes, des cationiques, des anioniques, des neutres, différentes tailles aussi, et différentes encapsulations. Donc voilà, là on va faire un screening des différentes formulations possibles. Et à la suite de ces études-là, voilà, on avait un prototype, donc on savait sur quel type de ciment en tout cas on partait, quel type de liposome et quelle molécule. Donc ça c'est 2019, 2020. Ça c'est fin 2018, 2019, 2020. Enfin 2018, 2019. Et Mais qu'est-ce que tu allais faire chez HEC? Tu allais faire un master de business entre-temps ou c'est ça. En fait, je me rappelle parce qu'il y avait une sélection, il fallait présenter sa startup, son projet, son projet, et quand je le revois ce PowerPoint, c'était un truc à présenter à la PHP, quoi. Tu sais, c'est rien à voir, et du coup j'ai compris que j'avais pas du tout les bases business pour diriger une boîte d'innovation, et c'est là où j'ai fait une année de formation à HEC sur l'entrepreneuriat en innovation. C'est un entrepreneuriat qui est assez particulier, comme tu dis, il faut gérer le cash, on n'en a pas. Faut aller chercher du crédit impôt recherche, des bourses, du grant. Et là-bas, dans HEC, c'était majoritairement, tu sais, des anciens directeurs de recherche, majoritairement soit du CEA ou du CNRS, qui se lançaient dans des boîtes. Donc, on aura le cul des conneries. Ouais. Et... non, sinon, on va venir travailler avec des gens qui ont envie de faire des choses. Ouais, ouais. Et c'était assez stimulant parce qu'il y avait, alors comme d'habitude, il y avait pas du tout de dentaire, mais tu avais quelques médecins, des pharmas, et tu avais des physiciens, purs physiciens, qui faisaient des micromoteurs pour envoyer des satellites. Et du coup, ça, je pense que c'est assez enrichissant parce que j'ai vu vraiment différents types de modèles de développement. Parce que le dentaire, c'est pas complètement du biomat, c'est pas complètement de la biologie type biotech, c'est vraiment entre les deux. En tout cas sur le projet sur lequel on était. Du coup, ça m'a vraiment enrichi cette année-là. Du coup, voilà, sortie d'HEC, je dis pas que j'avais toutes les bases, mais au moins tu avais de structure, quoi. Ouais, et là, t'es toujours à mesure. Et là, ton copain médecin est toujours, enfin, le doc là, il est toujours là ou tu te retrouves tout seul Non, t'es avec Thierry. Alors là, je suis avec Thierry. Et on va voir FKG qui était, on a été voir d'autres boîtes, mais c'est FKG avec qui on avait le plus de synergie, on va dire. Donc on va les voir en Suisse, donc à la Chaux-de-Fonds. Je sais pas si t'as déjà été là-bas. Oui, bien sûr. Et là, c'est là que tu vois Paul-Henri Vallotton. C'est là que je vois Paul-Henri. Paul-Henri Vallotton, alors il dirige à ce moment-là FKG, c'est un ancien de chez Dentsply, mais surtout lui, il était issu des biotech dans l'os en orthopédie. Il est médecin, lui, à la base. D'accord, ok. Et quand on discute, à l'époque, je me souviens, il m'en avait reparlé de ce projet. C'est comme ça que j'ai su que vous aviez continué. Et en fait, il me dit, c'est là que j'adorais, moi, chez Paul-Henri Vallotton, c'est qu'il était pas, il dirigeait quand même une société qui fabrique des instruments, mais pour lui, c'était pas la finalité, en fait. C'est ça qui est intéressant. J'ai beaucoup aimé son approche très scientifique. Il allait creuser le sujet et comprenait, ce qui est vraiment un plus. Et c'est pour ça que je pense qu'on a bien réussi à se vendre à FKG. Et du coup, on a signé un contrat qui s'est pas réalisé puisque, comme on en a discuté en off, FKG entre-temps a été racheté. Et du coup, il était plus question d'aller faire. C'est possible ça d'ailleurs. Tu signes un contrat et les mecs l'honorent pas. Ils ont le droit. Oui, parce que tu as des clauses dans le contrat. T'as toujours. toi, t'es baisé, mais eux, ils sont jamais baisés, quoi. Ouais, dans des contrats de développement comme ça, assez, surtout early stage, t'as toujours des clauses où les grosses boîtes peuvent se sortir sans. En fait, ils avaient déjà une mauvaise expérience, tu sais, avec Audney. Enfin, Audney. Okay. Ouais. Ça s'appelle comment en Europe Nedo. Attends, c'est Endo à l'envers. Alors, ça, c'est Audney aux États-Unis, mais c'est Lumando à l'époque, ça s'appelait en Europe. Mais lui, par contre, je savais qu'effectivement, il avait travaillé avec eux. Mais lui, le mec, tu le connais, le mec Attends, Endo à l'envers, ça fait comment? Audney. C'est Audney. Ou Audney, je sais pas comment on dit, mais. C'est un Suisse, il est génial. Moi, j'adore. Ouais. Très, très, très sympa comme je l'ai vu. Pour le coup, tes liposomes dans ces polymères, ça peut faire quelque chose, hein. Bah, c'est ce qu'il voulait, Paul-Henri. Tu vois? Grands esprits se rencontrent.
Ouais, Polaroid, c'est ce qu'ils voulaient. Maintenant, ça s'est pas fait pour apparemment des questions de biocomp entre Audenay et FKG. Et justement, apparemment, Audenay commençait à vouloir peut-être porter l'affaire en justice, etc. Du coup, voilà, le contrat qu'on a signé, il y avait des clauses de sortie pour FKG. Et forcément, quand ils se sont fait racheter par Henry Schein, il n'était plus question voilà, d'aller faire du co-développement avec des startups. Sachant qu'ils avaient pas une super expérience avec Audenay ou Lumando. Ok. Et donc là, donc FKG, ça capote. Ça capote. Ouais. Donc on cherche désespérément, Il faut être résilient quand même. Hein. Ouais, on a une boîte pour intégrer des liposomes. Parce qu'en plus, on était parti sur une mauvaise stratégie de business. C'est-à-dire que nous, on maîtrisait bien la partie liposomale. Il fallait trouver un ciment. Et on voulait, c'était notre stratégie, mais en réalité, c'était pas une bonne stratégie. On voulait trouver un ciment déjà commercialisé dans lequel on allait intégrer des liposomes. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que pour faire ça, l'industriel doit nous donner son dossier technique. Donc c'est en fait, voilà. Et son dossier technique, c'est là où il a toutes ses recettes, en fait. Oui, mais à partir du moment où il y a un contrat qui est signé, donc tu as un NDA, machin, ouais, c'est un peu Ouais, mais compliqué quand même de donner la recette. non, c'est la valeur, en fait. C'est la valeur du ciment, elle est dans le dossier technique. Donc, à partir du moment où tu donnes le dossier, même s'il y a des brevets, voilà, tu donnes pratiquement tout, quoi. Et donc ça, on l'a compris à un moment. On l'a compris en fait avec des Coréens avec qui on a eu un deal aussi. On a commencé à intégrer avec Meta BioMTA. Je sais pas Biomed non, Non. BioMTA. BioMTA, ouais, très bien. Ouais. Ouais, ouais. Donc ils nous ont envoyé des ciments, on les a testés. Entre-temps, donc on les a testés. Et au moment où on devait faire le deal, donc on leur a envoyé un contrat, etc. Ils nous ont dit ah mais en fait non, on peut pas vous donner le dossier technique. Du coup, revirement de stratégie. Et là, on est parti pour faire un ciment. Donc, Oh, on putain, pose de la céramique. en pleine ascension des MDR, Euh, nickel. T'as raison, entre, t'avais pas que ça à foutre. entre temps, on a fait, voilà, là j'ai zappé, il y a un gros delta. Entre temps, on a fait une levée de fonds. Mhm. Fin 2022, début 2023, levée de fonds avec la caisse de retraite des huissiers de justice. Donc, c'est. Ça fait rigoler tout le monde. Non, mais comment, enfin, ouais, pourquoi pas, Comment? il doit y avoir des. Je vais t'expliquer comment. À l'époque, on était parti voir des business angels, on avait des contacts avec des business angels, on avait regroupé un certain nombre de business angels, mais c'est très compliqué, les business angels, tu sais, c'est des tickets de 10 000 euros. Mhm. On avait un besoin de 700 000 et la BPI d'un million deux, à peu près. C'est-à-dire que si tu Euh, avais 700 000, la BPI te donnait 1,2 million. à peu près, ouais, c'est ça. En fait, ensuite, c'est pas forcément, ils te le donnent pas forcément, mais ensuite, on a participé à un concours qui s'appelle le PIA Leader, donc qui rémunère en subvention et en prêt des projets innovants. Et parmi ces lauréats, t'en as qui font de l'ordinateur quantique, t'as plein de différents projets. Et du coup, on a réussi à faire notre levée de fonds avec la Carco, puisque le président de la Carco à l'époque était mon patient. Comme tu le sais, je travaille le week-end, et ce patient-là avait 6 ans d'eau avec des abcès pas possibles, qui avait fait plusieurs retraitements. Et bon, je pense qu'il y avait aussi un côté d'immunodépression derrière, mais voilà. Et je crois que j'en étais au 5e implant que je faisais. Et du coup, à un moment, on discutait. Tu sais que je le suivais bien avant, hein, et aussi le Covid, etc. On discutait, il me dit, mais vous faites quoi la semaine? Il me demande ce que je faisais la semaine. Donc, je lui ai expliqué. Et à l'époque, la Carco, qui n'a pas l'habitude d'investir justement dans des projets start-up, ouvrait un fonds de private equity donc pour investir dans ce type de projet-là. Euh, et du coup, j'ai été amené à pitcher sémantique à la Carco, donc conseil d'administration, etc. Et c'est passé. Du coup, c'est nos Ok. investisseurs aujourd'hui. Parce que ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est qu'on se rend compte que depuis 2018, donc, où tu cherches des fonds, tu crées des sociétés, voilà, mais entre-temps, le produit évolue peu, en fait. C'est ça. Et c'est C'est pour ça ça qui est ouais, incroyable. ouais, c'est ça. À partir du prototype, bah, en fait, voilà, le produit, il était à l'arrêt. Et là, tu cherches des fonds, donc, entre guillemets, désespérément, pour amorcer. La formulation était relativement prête, donc on était prêt à la transférer à ce qu'on appelle un CDMO. Donc, c'est des contrats de manufacturing. Enfin, c'est des boîtes qui te font,
qui te scale ta formulation. Donc toi, tu viens avec une formulation prédéfinie et eux te. Oui, mais là, il fallait un ciment quand même. Alors là, il fallait un ciment et c'est là qu'on. Donc à l'époque, on était parti sur le bio-MTA. Okay. Très bien, très bonne qualité en plus leur ciment, très honnêtement. J'ai fait pas mal de tests, les taux de relagage sont magnifiques, même par rapport au. Bon, je vais pas citer de ciment là, mais voilà, par rapport à d'autres ciments qu'on connaît en Europe, voilà, ça peut être maladroit. Mais voilà, on avait très bon relagage, super. Même tu regardes les ingrédients de la formulation, c'était très épuré. Mais voilà, ils nous lâchent en plein milieu du développement. Donc là, on était déjà en scale, on avait commencé, enfin, on était en transfert techno, c'est-à-dire que nous, on a une formation de paillasse, eux la reproduisent avec leur chez eux, dans leur paillasse. Et nous, on la teste avec le BioMTA. Et à ce moment-là, voilà, les BioMTA nous lâchent et on se retrouve avec une formation liposomale qui a été transférée chez un CDMO aux Pays-Bas. Et pas de matrice du coup, pas de poudre. Et du coup là, je me suis dit bon bah je vais faire une matrice, ça sera plus simple. Moi, je dépendrai de personne. Et ça a été fait en un temps record grâce à des outils d'intelligence artificielle, etc. On commençait à en avoir. Où j'ai fait différentes formulations, j'ai passé pas mal de longues journées au laboratoire et on a réussi à faire une formulation en 2023. Le brevet a été déposé décembre 2024. Donc là, c'est une formulation. Tu peux déposer un brevet sur une composition de ciment. Oui. Alors qu'elle existe. Enfin, a priori, les céramiques, tu as la famille t'as la famille des disilicates, des trisilicates, et puis bon, on va dire les MTA, enfin les ciments de Portland. Et tu arrives encore à pouvoir déposer un brevet dans ce domaine-là. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, disilicates, trisilicates de calcium, c'est vraiment la base du ciment. Nous, là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit la taille des particules. Les particules qu'on a généralement dans les ciments disilicates, trisilicates, elles sont de 20-30 microns, ça dépend des ciments. Il y en a, elles sont autour de 1 ou 2 microns. Donc nous, on a réduit cette taille-là pour être nanoparticulée. Donc on a vraiment une taille de particules qui est en dessous du micron, ce qui nous permet d'avoir en fait des propriétés avantageuses du ciment, et ce qui nous permet de ne pas rajouter d'adjuvants type superplastifiant, d'accélérateur, donc chlorate de calcium, etc. Parce qu'en fait, tu as une réactivité avec l'eau qui est beaucoup plus supérieure. Mais même sans ajouter du chlorure de calcium, tu arrives à avoir une prise qui est dans un temps... Ouais. Sans chlorure de calcium et sans tricalcium aluminate, parce que ça aussi, c'est c'est un truc. Donc là, on a supprimé tout ce qui était métallique. Et d'ailleurs, en termes de biocomp, ça pêche un peu parce que bon, là, c'est des secrets, mais bon, c'est pas si secret que ça. Mais dans le tricalcium aluminate, en fait, tu as souvent des composants de fer. Et ça, généralement, ça relargue et ça diminue un peu la biocompatibilité de ton ciment. Quand tu as que du tri et du disilicate de calcium, là, c'est... et là, tu te rapproches quand même très, très fortement. Alors le Bioroot, c'est que du silicate tricalcique. Normalement, il est pur. Bah, il doit y avoir 2-3 trucs dedans, mais... Ouais, il y a que 50, il y a 40%. 40% dans la poudre? Ouais. Tu as 40% de tricalcium silicate. C'est pas du pur. Le Bioroot, t'es sûr? Ouais. Il n'y a pas de silicate dicalcique? Alors, il me semble qu'il y en a un petit peu aussi. Mais majoritairement... Parce que c'est vraiment l'argument, c'est de dire, eux, ils sont purs de chez pur. Contrairement à tous les ciments endoséquence... alors en fait, il n'y a pas de entre le tri et le di. Et ça vient des articles de ciment de Portland, donc non, de ciment de Portland de construction. Et en fait, entre le di et le tri, tu vas avoir la même formation de cristaux, mais elle va être un peu différente. En fait, le tri, ça va permettre pas polymérisation, mais un setting tôt, donc tu vas avoir des propriétés mécaniques fortes plus rapidement. Et le di, par contre, va être les cristaux vont être plus durs, mais dans un temps plus long. C'est pour ça qu'il faut généralement, c'est mieux d'avoir un peu de tri et de di pour assurer des propriétés mécaniques au début du sitting et maximiser les propriétés à la fin. Si tu mets que du di, il va être très mou pendant très longtemps.
Et à la fin, il sera très très dur si tu mets que du tri. Regarde, c'est marrant parce que c'était l'argument de cette. Enfin, c'est toujours leur argument, c'est qu'ils sont sur un produit pur, que du silicate tricalcique, que d'ailleurs leur brevet n'est pas sur le matériau mais sur la façon de le faire, de mémoire, Oui, c'est façon ça. de le produire, et que justement c'était. Alors, je suis pas surpris qu'il y ait que 40% dans dans les produits prêts à l'emploi. Par contre, je suis assez étonné qu'il y ait que 40% dans les produits sous format poudre liquide, puisque bon, oui, il y a de la povidone qui est rajoutée, mais C'est j'étais ça. vraiment persuadé on était vraiment très Non, très alors pur. j'ai pas alors on n'est pas à 90%, c'est sûr. J'ai pas le taux, mais j'en ai parlé il y a pas si longtemps avec eux, mais on est autour entre 40 et 60, il me semble, vraiment de mémoire. Et enfin, c'est un des plus hauts par rapport aux autres, hein. Ouais. Je pense qu'on est à, Un des plus bas, c'était celui de Dentsply, où il y avait ouais, ou du chlorure Angelus. de. Ah, Angelus, ça je savais pas. Ouais, ils Ouais. sont à 10%. En fait, Mais c'est du bah, MTA, eux, c'est pas du silicate de calcium. ils ont aussi une Ah, ils ont un silicate biocéramique. de calcium. Ouais, ils ont ces cas de calcium où ils sont à 10%. Et d'ailleurs, il y a un article qui dit qu'il faudrait renommer. Faut faire une classification claire, et Calmieri en a parlé aussi, sur ce qu'on peut considérer comme biocéramique et pas comme Hmm. biocéramique. Par exemple, parce que le Neosealer de chez Avalon, qui est le précurseur, enfin, ça a été le premier à faire du MTA, et qui vendait d'ailleurs à Dentsply le MTA blanc. C'est pour ça, quand Dentsply va nous expliquer que le produit est pas bon, ça me fait justement marrer. Mais eux, ils sont dans du MTA et ils bougent pas du MTA. Alors, avec l'inconvénient d'avoir du silicate, de l'aluminate, de l'aluminate de calcium, est-ce que c'est vraiment problématique? Enfin, voilà. Mais c'est assez intéressant parce que c'est quand on s'intéresse vraiment. En fait, quand tu reviens en 2014, quand je te parle moi des biocéramiques, à l'époque, avec le Bioroot et le Total Fill, qui est en fait de l'ordre de séquence dont le prix était multiplié par deux. Puisqu'il est passé par FKG, il est revenu en France. Bien sûr. Et voilà. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ça intéresse personne. Et depuis, il y a une vraie recrudescence, enfin, un vrai intérêt pour la chose depuis 3 ans, où tous les laboratoires vont nous expliquer qu'ils ont inventé le truc, si tu veux. Donc c'est assez intéressant. Metabiomed, le produit est pas mauvais, de mémoire, mais il n'est pas vendu en France sous le nom. D'ailleurs, c'est vendu par Comet. Mais voilà. Et donc il y a la famille quand même des biocéramiques type silicate de calcium et la famille des MTA. Mais voilà, c'est un peu une nébuleuse. Je comprends qu'aujourd'hui, un praticien qui se fait assaisonner de partout de publicité, de trucs de machin, ils comprennent pas bien, parce que même nous, on a Bien du mal sûr. à le synthétiser, en fait. Hein. On a du mal à Bien régler ce sûr, bien problème. sûr. Alors moi, je les connais bien parce que j'ai essayé de les contacter pour mettre mes liposomes dedans. Donc, j'ai regardé, effectivement, le Bioroul, c'est là où il y en a le plus. Et donc nous, alors la particularité, donc c'est la taille des particules, mais aussi on a un ingrédient, et comme on l'a déposé en décembre, je ne peux pas forcément le révéler, mais on a un ingrédient particulier à l'intérieur en plus, qui permet d'améliorer les propriétés. Et Ok. donc il prend avec de l'eau, pas de Pas de silicate, pas pas de de cicale, chlorure de et pas de super plastifiant. Ce qu'on a dans le bureau, tu sais, c'est polycarboxylate. polycarboxylate, et puis il y a Ouais, surtout du chlorure de calcium pour accélérer la prise. c'est Ça a ça, été, c'est ça. ok. Et donc Donc, là, pour terminer sur sémantique, donc aujourd'hui, donc il y a des NDA. Alors NDA, c'est Non-Disclosure Agreement. Hein, c'est des, pour expliquer aux gens, c'est un contrat, enfin c'est un papier qu'on signe en se disant on va se parler, mais on n'a pas le droit d'en dire si jamais ça n'aboutit pas, il y a rien qui sort. Ça permet de donner des secrets et surtout de se protéger. C'est-à-dire que si jamais ils récupèrent l'idée, parce que c'est pas des enfants de cœur les mecs. Euh... donc là, vous êtes en négociation avec d'autres sociétés, c'est ça? alors là, on a beaucoup avancé. Là, on a le premier lot GMP, donc un premier lot industriel. Euh, on est enfin, on est en train de faire les tests de biocompatibilité chez Eurofins, justement, donc je t'en parlais. Et on prévoit une commercialisation du ciment en 2026. Aux Donc dépôt États-Unis, tu FDA m'as dit. Hein. aux États-Unis. Dépôt de FDA à la fin de l'année et commercialisation 2026. Et donc, du coup, forcément, on est entré en contact avec différents industriels pour la commercialisation. Et là, effectivement, on a signé des NDA, mais aussi des MTA, qui est des Material Transfer Agreement, où voilà, on va transférer le ciment Alors, tu à transfères quoi? Tu Israël. transfères la production ou tu transfères. Tu transfères quoi d'ailleurs dans un MTA? Alors, dans MTA, en fait, c'est un NDA, mais pour du physique. Le NDA, c'est tout ce C'est qui est, l'idée, voilà, ouais. c'est Le l'idée. concept, Et, ok. et le MTA, c'est ce qui est physique. C'est-à-dire que quand je te donne, moi, mon,
Ma recette, quoi. Ma recette, ma biocéramique, non, quand je te donne l'objet physique de la biocéramique, t'as pas le droit de la tester pour ci, pour ça, t'as pas le droit de la modifier, etc. Et donc ça, c'est un contrat qui va venir protéger Mais la ça. production, tu en restes Production, c'est nous. responsable ou? Ouais, production, c'est nous. Pour les liposomes, pour la poudre, Donc ça, pour le c'est packaging. sémantique. Ça, c'est sémantique. Mais t'as pas acheté des cuves à fabriquer des liposomes, donc en fait, tu sous-traites. On sous-traite, tout à D'accord. fait. Et c'est ce que fait la plupart des biotech. Je sais qu'en dentaire, ils n'ont pas forcément l'habitude de ça, mais la plupart des biotech, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, à l'époque, c'était pas le cas. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de beaucoup de fonds dès le début. Mais aujourd'hui, en fait, c'est organisé avec des CRO, des CDMO. Donc CRO, c'est Contract Research Organization. Et CDMO, c'est, alors c'est Contract Development, je crois, Manufacturing Organization. Okay. Il y en a qui te permettent de faire de la recherche, donc d'avoir un labo, entre guillemets, et d'autres qui permettent vraiment de produire. Et dans la production, c'est aussi le développement de la production, parce qu'entre ta formation de paillasse et ta formation industrielle où tu développes 10 000 doses dans la journée, c'est pas les mêmes machines, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes concentrations. Donc voilà. Mais là, donc, si je comprends bien, en fait, vous êtes en capacité de produire le matériau, vous avez fait votre propre ciment, donc vous dépendez de personne, en fait. Exactement. Ok. Et c'était la stratégie à avoir dès le début. Effectivement, c'était en même temps, quand t'as pas de fonds, forcément, tu vas sur certains, au début, tu vas sur cette stratégie-là. Puis quand t'as des fonds, voilà, quand t'as des fonds, tu réfléchis différemment et dans tous les cas, les industriels, en fait, il faut leur livrer un produit fini. Tu peux pas leur livrer la moitié du produit parce qu'ils ont énormément de mal à développer quelque chose, surtout quand il y a des liposomes, etc. Voilà, c'est pas leur domaine d'activité. Donc, sémantique, c'est une chose. En parallèle, tu en as parlé brièvement tout à l'heure, une deuxième startup avec un de tes collègues sur une startup dans les biotech toujours, mais médicale, sur la régénération osseuse, de mémoire. Voilà. Ah non, onco. En oncologie, ok. Voilà, en oncologie, ouais. Donc là, c'est avec un camarade de master qui fait médecine sciences aussi et qui s'est arrêté lui pour faire son PhD, qui a monté aussi 2 boîtes et c'est dans les exosomes. Je sais pas si ça te parle. Moins. Ouais, en fait, les cellules, ça ressemble en fait au liposome, mais c'est naturel, c'est-à-dire que donc quand tu as 2 cellules, comme elles communiquent avec des exosomes, donc elles s'envoient des petites bulles de gras pour communiquer avec des facteurs de croissance, etc. Donc eux, ils récupèrent en fait cette partie active de la cellule et ils en font un produit. Bien évidemment, je te l'explique en 2 phrases, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est des bioréacteurs, c'est des cellules souches, et là, il y a tout un truc physique et biophysique plutôt à ajuster. Mais voilà. Donc lui, il bossait pas mal sur ça en thèse et il a eu une idée sur l'ajout d'un complément alimentaire dans l'idée. Enfin, et c'est pour ça que ça m'a intéressé, c'est parce qu'en fait c'était quand même une startup particulière, c'était pas classique. On a découvert une molécule, on va faire la biocompatibilité, etc. Voilà, ça prend 10-15 ans. Là, l'avantage de ça, c'est que la molécule était déjà disponible. Donc, c'est ce qu'on appelle du repositionnement. Et en plus de ça, la molécule, elle est biocompatible vu qu'elle est vendue en tant que complément alimentaire. Okay. Donc là, c'est un peu le Graal pour les. Donc il a fait 95% des textes, toi. Ouais. Voilà. Et donc à l'époque, on a été un peu en mode cow-boy. On n'avait pas de start-up à cette époque-là. On est parti voir. On a été reçu par Servier, Pfizer. Troisième boîte, je sais plus laquelle, les grosses pharma, Roche aussi, pour proposer notre idée. On avait des datas qui montraient que en fait l'ajout de cette molécule-là, qui est un complément alimentaire, en fait potentialisait les immunothérapies. Donc les immunothérapies, voilà. Pour faire simple, en fait la molécule induit l'autophagie. Donc l'autophagie, donc c'est un moyen de recyclage des cellules. C'est ce qui est produit quand on fait un jeûne. Un jeûne, en fait, voilà, on a une réduction de calories et en fait ça fait entrer les cellules dans un état particulier qui va exprimer certains facteurs à l'extérieur. Et ces facteurs-là sont opérés
par les anticorps qui sont utilisés en immunothérapie. D'accord. Et donc, ce qu'on disait, c'est justement, on rend des tumeurs froides chaudes. En gros, elles sont froides, c'est-à-dire elles expriment très peu de facteurs, d'antigènes, et du coup, les immunothérapies arrivent pas à les repérer et faire le distinguo avec les autres cellules. Et le fait d'induire cette autophagie dans ces cellules tumorales, ça exprime. Tu les rends captables. Voilà. Tu les rends captables par les anticorps. Okay. Et Voilà. en fait, parce que du ciment canalaire à l'oncologie, c'est un monde. Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu as un peu l'impression que le matériau, le sémantique va être produit, va être fabriqué, tu as ton CMO, ton machin. Est-ce que tu as un peu cette impression de dire, c'est derrière nous, à un moment, il va falloir faire une recherche clinique quand même, mais... Ouais. À l'époque, oui, parce que je m'étais dit, j'ai laissé. C'est fait, quoi. Il y a les CMO, les CDMO, les CRO. En réalité, en fait, c'est un travail à temps plein, même avec des CDMO, c'est toi qui fais tout. C'est-à-dire que tu décides là-bas à combien de bars, parce que c'est ta responsabilité, tu décides à combien de bars ou la température que doit être dans la machine. Ils t'envoient les données et c'est à toi de décider, eux, ils prennent aucune responsabilité par rapport à ça. Ils comprennent rien de toute façon. C'est des finances. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu penses que au bout de 2016, en fait, en 10 ans, t'es arrivé au bout du truc et puis que finalement maintenant c'est rentré. Tu sais que tu es encore présent, mais que ça dépend plus de toi parce que maintenant c'est une question d'argent, de commercialisation, etc. Et tu as senti le besoin de repartir sur un nouveau projet, ou est-ce que c'était une opportunité? Parce que je pense que tu peux pas être impliqué de la même façon dans 2 projets comme ça en même temps, c'est pas possible. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était une période de creux, je dirais. Pour moi, c'était un projet qui devait être très court. Ça s'est pas passé comme ça, mais ça devait être très court puisqu'on allait rentrer directement en clinique. Et c'est pour ça qu'on a intéressé justement un ancien prof d'Harvard, qui est d'ailleurs le découvreur d'une sous-unité des IgE, donc des anticorps responsables de l'allergie, et qui est franco-belge. Et qui revenait en France parce que il était en fin de carrière à Harvard, et il était venu à une des conférences médecine sciences. Il y a une conférence chaque année de médecine sciences. On lui a parlé de ce projet-là et il nous a dit moi j'y vais. Le brevet appartenait à Guido Kremer. Tu vas pas connaître. Guido Kremer, bien sûr. Voilà. Donc on a fait la startup. Très très institutionnel. Hein. Oui. Guido Kremer, il était où? C'était Paris 5 ou Paris 13? Paris 5. Paris 5, ouais. Paris 5, il était au Cordelier. Bien sûr qu'il était au Cordelier. Il était au Cordelier. J'en ai entendu beaucoup parler. Il a fait beaucoup de nuits blanches à ma directrice. Mais lui, il était intéressé par le dentaire. D'accord. Ouais, okay. Il avait je crois qu'il a beaucoup aidé Ariane à l'époque où tu vois, sur les renouvellements d'ANR, des renouvellements de INSERM, etc. C'était compliqué et il lui a pas toujours fait la part facile, mais je crois qu'il l'a beaucoup aidé. Donc c'est un nom, je l'ai vu 2-3 fois, c'est un drôle de bonhomme, lui. Hein. Oui, après il est particulier. Enfin, il a une carrière quand même assez impressionnante derrière lui. Je crois que c'était un des biologistes français les plus cités au monde entre 2014 et je sais plus quelle année. Et surtout, c'était le ponte de l'autophagie. Mondialement, quand on parlait d'autophagie, c'était Guido Kremer. Et il s'est avéré que à l'époque, on savait pas, mais nous, on avait découvert cette molécule-là. Et on avait un brevet qui était un ancien polytechnicien qui est devenu médecin, mais qui s'est fait radier du Conseil de l'Ordre, donc le brevet était passé public. Et en fait, en termes d'IP, on n'était pas hyper costaud. Et du coup, on est parti voir Guido Kremer qui, en fait, avait breveté au travers de l'INSERM la même molécule, mais en combinaison avec de l'immunothérapie. C'était notre idée, en fait, le brevet datait de 2018 à l'époque. C'était déposé et on a proposé à Guido Kremer, en plus de Jean-Pierre Quinet qui était à Harvard, et de faire une start-up et de récupérer le brevet de l'INSERM et de monter cette start-up. Et il a accepté, lui? Et il a accepté. Il a accepté. Il va tout jeune, Guido Kremer. Non, mais il n'a pas de rôle opérationnel. Là, pour le coup, on se repose sur pas mal de ses données. Ça fait 10 ans de recherche derrière, donc voilà. On était, là, on parle de tout ça, mais à un moment, comment tu manges? Parce que bon, il y a des sous. Il y a un moment, il faut quand même vivre. Tu vis pas en tant qu'étudiant toute ta vie. Non. Là, le week-end. Ouais, le cabinet le week-end, mais enfin bon, il y a un moment,
je sais pas, comment tu comment tu te rémunères à un moment de tout ce bordel. Bon, t'as levé quelques millions là, il y a pas longtemps, mais. Ouais, là, depuis 2 ans maintenant, je me rémunère au travers de la société. Mais avant, c'était exclusivement avec les revenus du cabinet. Ah ouais. Ouais. Et avant, je travaillais plutôt 3 jours, donc ça allait. Maintenant, c'est plutôt 1 jour et demi, 2 jours. J'ai beaucoup ralenti au cabinet, puisque ça me prend beaucoup plus Mais de t'as du temps. monde le samedi et le dimanche? C'est une question con, mais. Ah ouais? Ouais. Alors, et comment t'as des assistantes qui travaillent le samedi et le dimanche ou Alors ça, c'est un peu plus, c'est ce Ouais, qui est c'est le plus plus compliqué difficile quand même. c'est Ouais. beaucoup plus compliqué. Après, moi, j'étais dans un quartier très touristique à Paris. Tu sais, j'étais en 2017 avec le docteur Perrin à rue de la Paix. Ok. Et rue de la Paix, le dimanche, c'est comme le lundi. Tu sais, tout est Mm. ouvert. T'as opéra à côté, les galeries. Donc ouais, le week-end, ça avait pas trop d'impact. J'avais Ah, autant de enfin, monde. l'assistante, faut la payer double si elle travaille un dimanche quand même, non? L'assistant, il faut la payer double quand tu travailles le dimanche. C'est ça le plus gros. Et t'es quoi, C'est ce qu'il y collaborateur a. maintenant? Maintenant, j'ai ma CELARL. Ok. Je suis passé en CELARL depuis, je sais plus, 2019, je crois, après le Covid, Ok. je crois. Je suis passé en CELARL et donc je Et loue un cabinet. comment tu gères ça? Parce que enfin, la recherche, moi j'en ai fait beaucoup, mais même pas à ton niveau quand même. Faut pas, c'était différent. Mais putain, ça te prend la tête tout le temps. En fait, moi je sais que j'ai souffert justement de cette ambivalence, un côté clinique, un côté recherche. En fait, t'es partout et nulle part. Moi, j'étais au laboratoire, j'étais toujours dans l'urgence, écrire les papiers, les trucs, les Hmm. machins. Et puis hop, ça repartait au cabinet, enfin, mon exercice pratique. Enfin, moi, j'avais une espèce de frustration permanente, en fait. Je sais pas comment D'accord. expliquer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Que t'étais pas à fond clinicien. Tu pouvais faire mieux en tant que clinicien et tu pouvais faire mieux J'avais en tant que l'impression de chercheur. perdre tout, en fait. J'avais Ouais. été reconnu pour mon expertise clinique et j'aimais ça. Quand j'ai commencé à être plus reconnu sur mes exercices de recherche, bah, il y avait des cliniciens qui me disaient, ouais, maintenant ils soignent des souris, tu vois. Et en fait, j'avais envie d'être partout, mais tu as l'impression d'être plus nulle part. Je sais pas comment expliquer ça. Hmm. Ouais, je vois. Après, moi, j'étais sur un projet, donc sémantique, où sur la partie sur Terraphase, donc l'autre boîte en co, la partie scientifique était déjà Bien bien construite, faite ouais. ouais, bien construite par Guido, et on a rapatrié le brevet de l'Inserm. Sur la partie sémantique, effectivement, j'ai eu pas mal de nuits blanches, en tout cas de grosses semaines sur la partie scientifique et surtout sur la partie développement. J'ai limite plus travaillé pour le développement que pour la preuve de concept au laboratoire, parce que le développement là, ça coûte cher, Hmm. c'est des gros volumes et tu te trompes, faut revenir et refaire et t'as pas forcément tout l'argent du monde pour faire ça. Parce que là, t'as encore un pied aux États-Unis ou plus du tout? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, je cherchais un incubateur, mais ce que je voulais, donc tu sais, dans mon système, mon business model là, avec que des CDMO et des CRO, il y avait un truc qui était important, c'est en fait avoir un laboratoire pour au moins vérifier ce que les CDMO te font. Hmm, hmm. Et parfois, elles te font pas, elles te disent qu'elles te font une chose, quand tu vérifies, c'est autre chose. Ouais. Et on a vu une mauvaise expérience avec TerraFast en fait par rapport à ça. Euh, et du coup, je m'étais dit qu'il me fallait un laboratoire, notamment pour le ciment. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de ciment, donc on Hmm. n'avait pas besoin de faire de tests. Et là, j'ai cherché des incubateurs qui avaient des paillasses de libre, parce que je me voyais pas retourner à l'université, c'est très très long, c'est très compliqué, et ce Hmm. modèle-là n'existe pas, pour être franc. Et du coup, je me suis tourné vers les États-Unis. Et là, à Stanford, en fait, ils ont un incubateur biotech qui m'avait accueilli pour avoir une paillasse et faire mes essais. Et ça n'existe pas en Et Europe, ça. ça, alors là où je suis actuellement, c'est l'incubateur de Servier. Putain. Et maintenant, ça existe. Mais depuis, ils ont ouvert en fin 2023. Ouais, mais Et moi, Servier a monté son incubateur aux États-Unis. non, 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 Ah, ici, là, là, on est à Paris-Saclay. et donc t'es revenu à Paris. Ok, Ouais, d'accord. donc là, je suis revenu à Paris-Saclay. J'étais aux États-Unis à peu près pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'était sur le campus de Stanford, ça s'appelait StartX. C'est un incubateur qui est tech et biotech. C'est très tech quand même. Donc, t'as Lime, je sais pas si tu connais Lime, Très l'application, bien. qui était là-bas. T'as DoorDash, qui est le concurrent d'Uber Eats aux États-Unis. C'est pas connu en Europe, mais là-bas, c'est ultra connu. Donc voilà, les grands noms qui sont sortis de StartX. Donc ça, eux, ils sont au premier étage. Ils ont des ordinateurs, des caméras, etc. Et au rez-de-chaussée, il y avait un labo
donc wet lab avec des paillasses, des incubateurs, pour faire tout ce qu'on peut faire en biologie. Et moi, voilà, j'ai été incubé là-bas. Et c'est là-bas que j'ai développé le ciment. Et donc là, quand tu es là-bas, tu n'es pas au cabinet. Donc pendant 1 an et demi, tu vis de Ouais. quoi? Là, je vais pas te mentir, quand j'étais là-bas, je suis en bénéfice, je suis pas très, mais là, à cette époque-là, j'étais salarié de la société. Mais ouais, D'accord. je suis limite un peu déficitaire sur le cabinet. J'arrive à équilibrer, mais je suis limite, ouais, je suis un peu déficitaire. Ok. Non, en fait, c'est intéressant parce que tu te dis au bout de 10 ans, les mecs, ouais. Tu as l'impression quand les mecs arrivent dans les. Enfin, moi, la frustration que j'avais, je veux dire, c'est que tu passais des années à cultiver des cellules, des trucs, des machins, et tu étais content, tu allais montrer de l'histo, de la biologie moléculaire. Les mecs, ils disent. Et là, tu as un mec dans la salle qui dit, ouais, mais pour 50 balles, jamais je ferais ça, quoi. Et en fait, c'est lunaire. C'est lunaire. C'est que toi, tu te fais chier depuis des années. Tu fais des tests, tu as publié des papiers, des trucs, des machins. Donc, il y a un mec qui dit, ce truc, c'est de la merde. Jamais je ferais ça dans mon cabinet. Tu vois. Et, Ben, j'avais la même frustration que toi. ouais, mais c'est. Où le mec, il va arriver sur le stand, il va se patuer, il dit, ouais, il passait fluide votre truc. Tu revois les trucs à Stanford, les machins, les decks, et l'autre, il dit, ouais, non, moi, j'aime pas. J'aime bien quand c'est dur. D'accord, ah ouais, en plus, ouais. Non, sur la fluidité, d'ailleurs, notre ciment, on a montré des données, justement, aux industriels, justement, sur ça, ils sont impressionnés sur. Non, non, mais c'est en fait, enfin, c'est la difficulté d'être à l'interface en fait entre moi, ce qui était magique, que j'ai adoré toute ma vie, c'est d'avoir un pied à la clinique, d'avoir des idées qui alimentaient ma recherche, et la recherche me poussait à voir en clinique, faire de la recherche clinique, etc. Mais ça a été aussi ma plus grosse frustration, c'est-à-dire que tu fais ta conférence devant des trucs et tu as 9 dixièmes qui disent ouais, on n'a pas de recul. Ça fait 10 ans que j'ai dessus. Ça fait 10 ans que j'ai dessus, tu m'emmerdes. Et le mec dit ouais, non, je vais voir, machin. Enfin, t'as pas connu, toi, le SAF, le Self-Adjusting File, là, qui était un instrument en forme de stent qui rentre dans la dent, qui vient brosser les parois, etc. Bon, le truc est sorti en 2012, ils ont arrêté parce que là, ça vient de ressortir. Et quand j'ai vu que le truc ressortait, moi, j'étais un fan de ce truc-là. Je suis toujours, d'ailleurs. J'ai rappelé le mec, je dis, ouais, je veux le commercialiser. Bon. Et le mec, il est resté pendant 9 ans. T'imagines, 9 ans à développer le principe qui existait déjà, l'instrument. Il a mis 9 ans. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la boîte appartenait à Shine. D'accord, ok. Et finalement, le mec, stratégiquement, il a sorti Shine, il a dissous la boîte, il a remonté une boîte en Allemagne, et là, il s'est dit, ok, le projet a capoté pour toutes ces raisons, je recommercialiserai le truc quand on aura validé tous ces points-là. 9 ans. Le mec, il a trouvé un financeur sur 9 ans, et là, on a recommercialisé le truc là, au mois de mai, et lui au mois d'avril, et lui en Allemagne au mois de mars. La résilience du mec est incroyable, quoi. Et moi, je pense que je m'en rendais pas compte, et heureusement. Mais ouais, c'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup de temps. Mais je pense que, enfin, moi, c'est ma passion. Donc, à partir du moment où t'aimes ce que tu fais, tu vois, quand je suis au labo, ça me dérange pas. Après, quand tu seras sur ton yacht. Je regarderai ces années passées. Non. Tu rigoleras. Tu auras un storytelling à raconter à tes enfants, petits-enfants. Et quand papy était à Saclay, il va me chercher une bière. Non, mais j'ai vraiment tout fait. J'ai fait jusqu'à la livraison de trucs. J'étais en Hollande pour prendre les lots, les premiers lots qu'on avait. J'étais jusqu'à Coutances, en Normandie, pour faire le packaging. Tu sais, il y a Unitaire là-bas. C'est eux qui nous font le packaging en Unidos, l'usage unique. Donc, à Coutances. Voilà, à Coutances. Ils ont une grosse usine de fill and finish, on appelle ça. Du coup, voilà, donc même ça, je l'ai fait. Mais voilà, il faut savoir tout faire dans la boîte. Ok, c'est super intéressant. Et ok, bah écoute, on arrive bien au bout du truc. Donc j'ai mes questions un petit peu classiques. C'est voilà, on en a un petit peu parlé à la fin, mais si tu devais changer quelque chose sur tout ce parcours, à part le fait que tu aurais décidé de faire un ciment tout de suite plutôt que de travailler avec des gens, je parle pas sur le développement de sémantique, mais sur ton parcours. Est-ce que tu changerais quelque chose? Mon parcours en général, tu veux dire? Non, je pense que j'ai bien fait de commencer très tôt l'entrepreneuriat parce que tu apprends plein de trucs.
tout au long et je continue à apprendre. Je pense que c'est un parcours où tu apprends enfin, jusqu'à la fin, tu continues à apprendre des choses, c'est tellement en mouvement, ça va tellement vite. Tu vois, là, t'as des trucs d'intelligence artificielle pour développer toute la chaîne de production et il faut encore réapprendre, donc faut être en constance, faut avoir un appétit constant pour l'innovation. Donc ça, je regrette pas. Si je devais changer quelque chose, après là, c'est vraiment lié à sémantique. J'ai du mal à faire abstraction de ça, mais je pense que j'aurais créé la boîte plus tard pour commencer. Et effectivement, je pense que j'aurais créé quelque chose. Il faut créer quelque chose où tu es directement indépendant pour pouvoir négocier mieux avec les potentiels industriels, avec les investisseurs, etc. Donc, si j'ai un conseil à donner, ce serait plus ça. Okay. Est-ce qu'il y a un moment dans le développement de sémantique entre 2014 ou 2015 quand on se rencontre et maintenant, il y a un moment où tu te dis en fait, je vais me faire dépasser parce qu'il y a aussi la peur de la concurrence, se dire putain, si j'ai une idée, est-ce qu'il n'y en a pas un qui va l'avoir? Quand tu vois que les autres ils balancent de la chlorhexidine dans un ciment, que tu vois le papier qui sort, tu te dis ouais putain, c'est chaud quand même, ou même si tu es protégé par des brevets. Non, bah, en fait, je sais alors il y a le brevet, c'est la première des choses, mais il y a, en fait, entre le papier et le produit, moi, je sais il y a un monde. Okay. Et du coup, je sais que la plupart des gens qui vont publier ce papier-là, il y a très peu de gens qui vont être à même de prendre le produit et de le mettre sur le marché. Et ça prend beaucoup de temps, il y a une forte barrière à l'entrée en réalité. Sur des choses innovantes. Mais néanmoins, sur le 25e biocéramique, c'est assez simple aujourd'hui, mais sur des choses innovantes que tu vois dans les papiers, c'est pour ça que ça m'a jamais fait peur. Et j'avais vu très tôt des articles avec d'autres types de nanoparticules, avec un langage de chlorhexidine. D'ailleurs, la boîte vient de lever des fonds au Canada l'année dernière. Donc, ils sont à nous ce qu'on était en 2020, enfin 2022. Donc, c'est leur première levée de fonds. Mais voilà, tu vois, ça prend du temps. Et donc, ça me fait pas peur. Et puis, s'il y a des concurrents, enfin, c'est le jeu. Non, c'est le jeu. Non, parce que on dit toujours quand il y a de la concurrence et que le marché qui s'ouvre, inversement, tu rentres dans une autre compétition à essayer de prouver que ton matériau et ton produit est meilleur que l'autre, tu vois. Ouais, mais ça, on y a pensé très tôt avec les études cliniques, etc. Donc, ça va pas être un sujet, entre guillemets, pour nous. Et d'ailleurs, Sémantique, c'est fait pour ça. C'est fait pour montrer qu'on a des meilleurs résultats avec la désinfection après obturation. Donc, sur ça, j'avais pas trop d'inquiétude. Après, sur la concurrence, comme je t'ai dit, ça fait partie du lot. Et on va pas se mentir, le dentaire est quand même un domaine qui est moins concurrentiel sur la partie R&D, pas sur la partie commerciale. Commercial, tu te fais découper partout, mais sur la partie R&D, c'est beaucoup moins concurrentiel que l'onco ou je sais pas moi, la cardio, tu vois. Donc voilà. Donc sur ça, les marchés sont pas les mêmes. Hein. Oui, aussi, du coup. Les marchés sont pas les mêmes. Parce que je sais pas combien tu vends ton matériau, mais ton ciment, tu vas le vendre 50, 60, 80 balles. En général, quand tu sors une nouvelle technologie au niveau cardiaque, ça se vend pas 50 balles. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le même marché. Même si le marché du ciment a beaucoup pris. Hein, ah bah oui, on dévitalise de plus en plus dedans. C'est pour ça que j'ai arrêté le coiffage pulpaire. Moi, j'ai l'impression que vous m'avez savonné la planche. Si demain, tu voyais un jeune qui venait te voir, comme quand tu es venu me voir en fait en 2014 ou 2016, et qui venait te voir en disant bah voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais ouais, vas-y, fonce, à part le fait de faire sa société un petit peu plus tard, mais est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Le conseil, et c'est ce sur quoi j'ai perdu pas mal de temps, c'est alors, il faut avoir des feedbacks, mais il faut prendre vraiment des feedbacks de tout le monde. Et pas, enfin, le PUPH qui te raconte ce qu'il connaissait il y a 10 ans. Fais gaffe à ce que tu dis, j'étais PUPH à l'époque. Je sais bien. Mais voilà, il faut prendre des avis de différents PUPH. Pas forcément ceux qui t'intéressent, mais pour moi, ouais, il faut avoir quand même une indépendance d'esprit, et c'est ce qui permet d'avoir une résilience. En fait, tant que ça résonne pas scientifiquement dans ta tête ce que n'importe qui te dit, que ça soit un prix Nobel ou autre, et on en a vu, hein, on a des prix Nobel qui se plantent, il faut continuer. Bien évidemment, si là tu vois qu'il y a un gros red flag et que scientifiquement ça tient pas la route, là il faut remettre en question nos projets. Mais tant que t'es pas persuadé scientifiquement qu'il y a un problème,
et c'est pas parce qu'un tel qui est connu pour ça l'a dit que c'est vrai. Je pense que c'est sur ça voilà. En tout cas, moi, je dirais qu'il faut avoir une indépendance d'esprit par rapport à ça. En fait, la vraie difficulté quand tu es en place en PUPH, c'est que il y a un côté de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'on sait, il y a ce que l'on sait qu'on ne sait pas, il y a ce que l'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et en fait, c'est vrai que c'est très difficile quand tu es en place avec une position où on vient te demander ton avis en permanence. C'est extrêmement difficile de se projeter en disant, bah écoute, là, par exemple, les biocéramiques, moi je me souviens quand on a commencé à en parler en 2014, mais tout le monde nous chie à la gueule en disant mais vous faites le coup du Résilon. et en fait, il faut être quand même vachement résilient. Toi, j'étais pas derrière le matériau, mais ce qui m'intéressait, c'était le concept. Et aujourd'hui, les choses te donnent raison, mais tu peux aussi te planter. Hein. Tu peux Bien aussi sûr. planter. C'est facile de dire que oui, j'avais raison, mais j'aurais pu me planter, bien évidemment. Là, c'est pareil, la pulpotomie camérale, je me suis ramassé des caisses de tomates par mes meilleurs amis, par les trucs, les machins. Alors, il y a aussi un côté excessif quand tu penses avoir raison, tu cherches à convaincre. Ça, c'est une connerie. Par expérience, tu vois, si je devais donner un conseil à un jeune, c'est de dire ne cherche pas à convaincre, cherche à expliquer. Parce que quand tu veux convaincre, forcément, il y a un moment où tu dérives. Et tu ne penses pas à 100% ce que tu dis. C'est mon intime conviction. Parce que j'ai raisonné comme ça, parce que voilà. Mais inversement, quand tu cherches à expliquer et à accepter le débat et accepter que les gens te disent je suis pas d'accord avec toi, et de se nourrir de ça aussi. Là, oui. c'est compliqué en fait. Hein. C'est compliqué parce que tu as tes convictions, tu as envie de prouver que tu as raison, alors qu'en fait, rien à foutre que tu as raison ou pas. Non, je suis d'accord. Et par exemple, moi, j'étais parti sur l'hydroxyde de calcium et effectivement, j'ai pivoté. Je me suis dit non, c'est de céramique, effectivement. Mon avis, l'échec de l'hydroxyde de calcium aurait été sur le côté la dissolution du matériau qui ne se régénère pas, contrairement aux biocéramiques. Parce qu'en fait, quand tu regardes les biocéramiques, elles fonctionnent comme l'hydroxyde de calcium. Hein. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais dû discuter à l'époque. C'est-à-dire, l'avantage de la biocéramique, c'est qu'elle va te relarguer l'hydroxyde de calcium, parce que c'est son principe de fonctionnement. Mais par contre, elle est capable de se régénérer, enfin, pas de se régénérer, mais elle ne se dissout pas. Il n'y a pas de perte de volume. Et parce qu'on parle souvent des bactéries en endo, c'est une chose, mais c'est qu'une perte de matériaux va forcément être complétée non pas par du vide, mais par un fluide. Il n'y a rien d'étanche. Hein. C'est-à-dire, à part peut-être les résines qui le sont bien, mais tu n'as rien d'étanche dans ce bas monde. Un composite n'est pas étanche, une courant n'est pas étanche, rien n'est étanche. Donc, il y a un moment, les fluides, voilà, et dans la bouche, c'est pas stérile. Donc, voilà, c'est là où l'idée. Et l'hydroxyde de calcium, pour moi, en tant que matériau d'obturation permanent, quelque part n'a pas de sens. Ou alors tu lui rajoutes une matrice résineuse et à ce moment-là, tu es sur une résine. Tu n'es plus sur un hydroxyde de calcium. C'est le cas du Silapex et on était parti sur ça, mais c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Donc j'ai écouté un peu tous les tous les PU. J'ai choisi le meilleur, mais en tout cas celui qui m'avait convaincu. Ok. Voilà. C'est moi, j'ai servi à ça dans le principe. J'aurais dû signer une NDA à ce moment-là. Ok, juste pour terminer, Samir, voilà, si tu avais on va sortir de la recherche, etc. Mais parce que tu as un côté entrepreneurial, business, qui te cache, enfin, dont tu n'en caches pas. Est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo, un podcast ou un mec, peut-être Laurent Alexandre, mais faut être. Non, plus aujourd'hui, je ne conseillerais pas. Mais alors, en fait, l'esprit est bien, la forme est plus. Mais il marque, tu vois. Moi, je le connais parce qu'il m'a marqué. Mais est-ce que tu aurais une lecture à conseiller, enfin voilà, quelque chose qui t'anime, qui te fait plaisir? Une lecture que je sais pas si tu connais, mais c'est un philosophe trader qui s'appelle Nassim Taleb et c'est l'auteur du Signe noir. Non, j'en ai entendu parler. Ouais, le Signe noir. Ouais. CYGNE. Et en fait, il t'apprend, et je pense que c'est je veux dire, une des prouesses de tous les entrepreneurs, c'est de gérer l'incertitude. Et en fait, il a tout il a différents volumes qui en fait parlent de l'incertitude sous différents angles. T'as le signe noir, donc qui te parle des événements très rares mais à fort impact, qu'on appelle un signe noir, parce qu'à l'époque on pensait qu'il y avait que des signes blancs et je sais plus quel explorateur a découvert qu'en fait un signe noir, les signes noirs existaient. Donc voilà d'où vient l'expression, et c'est ce qu'on dans les cracks boursiers pas généralement, mais souvent c'est voilà, il y a eu un signe noir, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu anticiper et qui a induit un crack boursier. Et hormis l'aspect on va dire
trading, etc., parce qu'il va en parler beaucoup, c'est son métier. C'est plutôt voilà, la gestion de l'incertitude, comment on gère l'incertitude, parce que c'est vraiment ce sujet-là, parce que tu sais pas vers quoi tu te lances et comment tu dérisques ton projet. Je pense que c'est ça la stratégie qu'il faut avoir, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ouais, pour moi, le signe noir, et ces bouquins en général parlent de ça. Tu as aussi Le hasard sauvage de Nassim Taleb qui est pas mal. Le signe noir, c'est le best-seller qui est le plus connu, mais t'en as d'autres euh, qui traitent la question du hasard sous différents angles. Ok, et mais tu sais que le pitch des gueules du dentaire, c'est le hasard n'existe pas. La chance se provoque. D'accord, ok. Ça y va? Non, j'avais pas. D'accord, le pitch, ok. depuis le numéro 1, c'est le hasard n'existe pas, la chance se provoque. D'accord, ok. J'en suis intimement persuadé. Le hasard, comme Willy Perto m'avait dit, un mec lui avait dit un jour, le hasard, c'est d'être préparé au bon moment et à la bonne place. Bah, c'est ça, tu vois, lis-le parce que ça reprend vraiment cette, ouais, ça reprend ça. Parce que lui, en fait, enfin, dans son trading, enfin, ce qu'il a fait, c'est pas du trading classique, c'est-à-dire que lui, il a fait des options. Des options, c'est entre guillemets prendre des paris sur sur la montée ou la baisse du cours. Mais en fait, il prend des options de manière rationnelle, c'est-à-dire que il va parier sur un événement très rare, mais le jour où ça va payer, il va prendre cher. Donc c'est ce qu'il appelle aussi l'antifragilité, etc. Donc tout ce concept-là, ça vient de lui, et je pense que en termes de business, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Pas que, mais voilà. Eh ben écoute, je vais l'acheter, je vais le lire. Merci infiniment, bravo pour ta résilience, parce que globalement, c'est très très difficile de mesurer ce par quoi des gens comme toi peuvent passer, et que là, tu commences à voir le bout du tunnel, mais il y en a beaucoup qui ne le voient pas. Et on ne sait jamais si c'est en fait le manque de résilience qui a fait que tu ne vas pas au bout, ou parce que il y a eu de l'acharnement sur un concept. En tout cas, toutes mes félicitations, parce que je me souviens très bien du deuxième rendez-vous avec Thierry en visio. J'arrive pas à me remémorer le premier, mais ce que tu m'en as dit, je suis assez cohérent et je pense toujours la même chose. C'est celui qui m'a marqué. J'ai dit, ah ouais, il est PU, on était à l'hôpital. À la Pitié, ouais. Tu m'as dit, viens me voir directement à l'hôpital. Je suis allé te voir. On s'est posé au bureau, je t'ai expliqué ta vie de pigé et t'as appelé Serge. Et là, je dis, ah ouais, d'accord. Écoute, c'était, voilà, je me reconnais bien, donc c'était bien moi là, sur le truc. En tout cas, merci beaucoup, c'était un moment très agréable, très sympa. Pour tout te dire, j'avais ton nom sur ma liste depuis très longtemps, et j'arrivais pas à te retrouver. C'est un moment où je me suis dit, en fait, je me souvenais de ton nom, mais pas de ton prénom. Non, l'inverse. Je me souvenais de ton prénom, mais pas de ton nom. Et donc, j'ai essayé de retrouver dans mon agenda rendez-vous avec Thierry Coach, etc. Et et à un moment, j'ai revu, tu as dû republier un truc sur LinkedIn, et c'est là où j'ai tilté. Tu vois, j'ai dit, putain, ça y est, c'est lui. Et de la même façon que je me souviens pas du nom du Suisse, qui est un mec super de Oden. D'accord. Audeneux, ouais, c'est ça. Mais je m'en souviens parce que lui, pareil, il est venu me voir à une conférence il y a une dizaine d'années. Il sortait de Polytechnique Genève. Il est arrivé avec son idée. Le concept est génial. Et je suis vraiment content que des gens comme ça réussissent, parce que, en fait, lui, en plus, il n'est pas dentiste. Donc, tu vois, il est sorti de là un peu complètement ne sachant pas où il allait. Et en fait, je pense que c'est ce qui l'a sauvé. C'est que comme il n'avait pas de réseau là-dedans, il n'y a personne qui lui a dit c'est de la connerie. Et il est allé au bout du truc, et je l'ai revu. Donc on échangé des messages une fois par an comme ça, etc. Et je savais qu'il était en contact avec FKG à un moment donné. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je vais le voir. Je vais à l'AE à Los Angeles, pas cette année mais l'année dernière. Et là, je le vois dans le couloir, je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais ça y est, on a commercialisé. Et voilà. Et donc, je vais pas dévoiler ce qu'il fait là, parce que je le laisserai dévoiler son produit, mais l'idée est géniale. Et je reste persuadé, alors je sais pas trop comment sont les relations, mais je reste assez persuadé qu'il y a une synergie probable, parce que ce qu'il met dans les matériaux est poreux dans les deux sens. Donc voilà, moi c'est plus ça qui me gêne. Mais si, voilà, moi, je sais pas. Après, non, moi je l'ai vu, je l'ai vu à Los Angeles aussi. On a bien discuté. Hyper, c'est un mec il est super sympa. Ouais, il est super sympa, accessible. T'as vu son petit Karcher là?
Ouais. Le mec est génial parce qu'il savait pas ce que c'est. Moi, je me souviens quand je l'ai vu, il savait pas la taille d'une dent. Il disait, mais non, il y a un truc. Et à l'époque, moi, j'étais persuadé que, en fait, j'ai cherché à enrichir le MTA avec de la vitamine E pour le côté anti-inflammatoire. Et je cherchais des hydrogels. Et j'avais lancé ça dans ma conf. Et le mec vient me dire, mais moi, je travaille sur les hydrogels. Tu vois, c'était drôle. Enfin, D'accord. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore ma vie, c'est que j'ai rencontré des gens. Et lui, il est tout calme. Je crois qu'il vit aux États-Unis maintenant. Ouais. Il est à New York maintenant, il me dit. En tout cas, bonne continuation et je serais ravi d'aller foutre du sémantique dans mes canaux quand tu auras ton MDR dans 17 ans. On en discute. À très bientôt, Samir. Merci à toutes et à tous. Voilà, je suis ravi de vous faire découvrir des gens que vous ne connaissez pas, des gens de l'ombre et qui émergent et qui ont une résilience qui force le respect. Et en tout cas, moi, ces gens m'épatent et je suis très fier de les connaître. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir. Merci Stéphane.